Ah bah, à tous les élèves qui êtes présents et vous êtes nombreux, je suis très content, hein, puisque plus de 100 participants là, à l'heure qu'il est, pour cette première visioconférence, enfin pas première visioconférence, mais en première conférence en visio. On innove avec vous et avec Monsieur Claes ce soir. Contexte sanitaire oblige. Donc, comme vient de vous le dire notre directeur, nous sommes très contents de vous recevoir, pas à l'école. J'espère que dans le futur, on aura l'occasion de vous faire visiter nos locaux. Ce sera avec plaisir. C'est juste une question de jour, je suis persuadé. Donc, pour le principe, là, je m'adresse aux élèves, on fait comme une conférence normale dans notre théâtre. Je pense à peu près un format de 45 minutes. Et puis ensuite, le mieux, par contre, c'est que pour les questions, vous les mettiez sur le chat. Monsieur Clay les verra au fur et à mesure. Et puis moi, je peux vous donner la main aussi éventuellement si vous voulez poser des questions via les caméras. Voilà. Si ce fonctionnement convient à tout le monde, bah, Alexandre, je vous laisse la main. Bon, écoutez, déjà, bonjour à tous. Normalement, donc pour moi, c'est une grande première aussi de faire une intervention par visioconférence de ce type, en tout cas. Je vais essayer de faire au mieux et surtout, si vous avez des difficultés à voir les présentations et les documents que je vous passe, vous n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Pour des soucis de compréhension, du coup, les questions que vous posez, vous les mettez sur le chat. Et puis, Monsieur Borelli, vous n'hésitez pas à m'interrompre si jamais vous voyez qu'il y a un problème technique et autres. Je vous laisse à la limite faire le chef de file pour ça. D'accord. Donc, merci déjà de me laisser la parole et de me laisser me présenter, de présenter à travers moi la BSPP et puis mon parcours, parce que si j'ai bien compris, c'est l'objet de la demande en tout cas. Donc, qui vous avez en face de vous? Donc, il y a un micro ouvert. Qui vous avez en face de vous? Vous avez un officier supérieur, un jeune officier supérieur de la BSPP, des pompiers de Paris, qui a aujourd'hui 17 ans de service, qui est marié, qui a 2 enfants, qui, après avoir fait un parcours en tant qu'étudiant, que lycéen, comme vous êtes, a rejoint la faculté des sports, a fait un master en STAPS, master STAPS qui m'a pas beaucoup, qui m'a pas plu concrètement, et du coup j'ai décidé de me réorienter. J'ai fait un master en gestion à l'Institut d'administration des entreprises. Et là, un beau master, mais pour me retrouver derrière un bureau, c'était pas vraiment c'était pas mon choix de vie. Du coup, j'ai décidé de m'engager dans l'armée, bien que faisant partie d'une famille qui n'était pas du tout attirée par ce type de métier. Alors, concrètement, j'avais pas de parents, pas de grands-parents, pas d'amis militaires ni pompiers de Paris. Et du coup, j'ai décidé de m'engager dans l'armée pour rejoindre les pompiers de Paris. Voilà. Je vais vous expliquer à travers ma présentation qu'en fin de compte, même si j'avais en tête de rejoindre les pompiers de Paris, c'est pas du tout quelque chose qui était évident, dans le sens où, quand vous rentrez dans l'armée, en fin de compte, vous n'avez jamais aucune certitude d'atteindre l'objectif qui est l'affectation dans l'unité que vous aimeriez choisir. Voilà, donc ça, c'est quand même quelque chose à prendre en considération. Ma présentation, la présentation, maintenant que j'ai terminé de me présenter, je ne peux pas parler de mon métier, de mon parcours, sans vous expliquer un peu comment fonctionnent les pompiers en règle générale, l'armée, un petit peu quand même. Donc, on va dire, je vais faire une première partie où je vais essayer d'expliquer tout ça. Et puis, vous n'hésitez pas à m'interrompre toujours à travers le chat en me posant des questions. J'essaierai d'y répondre. Normalement, j'aime bien, quand je fais une présentation en physique, que ça soit très interactif et je fais attention à ça. Maintenant, les soucis de la visioconférence, c'est qu'on est relativement limité. Donc, pour les 100 participants, je m'excuse d'avance. J'essaierai de vous faire participer le plus possible, mais dans la limite du possible. Et puis, on finira par une troisième partie où je vous expliquerai et je répondrai à vos questions, parce que j'imagine qu'il y en aura certainement. Donc, est-ce que vous pouvez me mettre sur le chat si vous voyez bien la présentation la brigade de sapeurs-pompiers de Paris? Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui peuvent sur le chat répondre oui, non? Oui, Alexandre, là, les élèves répondent. Vous voyez le chat ou pas? Non, vous le voyez pas? Non, malheureusement, j'ai pas le retour du chat en direct. Bon, écoutez, si c'est ça, à la limite, vous faites le fil de l'eau et puis vous m'interrompez si jamais vous voyez des questions intéressantes. D'accord. Et là, tout le monde répond que oui, ils reçoivent bien votre présentation, donc on la voit bien. D'accord. Donc déjà, qui peut devenir pompier en France? Alors en France,
n'importe quelle personne qui a la nationalité française, qui est en bon état de santé, qui n'a pas d'allergie, qui n'a pas de problème visuel, qui n'a pas de souffle au cœur, enfin, tout ce qui pourrait être incompatible avec le métier de sapeur-pompier, peut devenir sapeur-pompier. D'accord ? On peut bien évidemment rentrer à différents niveaux dans cette fonction, enfin dans ce métier-là, c'est-à-dire militaire du rang ou simple sapeur, si je parle pour des pompiers civils, avec le niveau du baccalauréat. Pour les pompiers de Paris et pour les pompiers territoriaux, on peut pas rentrer directement en tant que sous-officier. La voie de sous-officier se fait que par voie interne, c'est-à-dire que pour être sous-officier de sapeur-pompier, il faut obligatoirement avoir été militaire du rang. Voilà, militaire du rang chez les militaires et sapeur passer par le rang chez les pompiers professionnels. Par contre, il y a la voie officier. La voie officier qui est l'équivalent d'un concours de la fonction publique de niveau A. Donc, ça se fait pour les pompiers professionnels après un bac plus 4 en règle générale. La voie militaire, c'est un peu différent. Il faut avoir fait une école militaire, donc par différentes voies, soit la voie royale, enfin les deux voies royales qui sont Saint-Cyr ou Polytechnique, soit être passé par la voie interne, ou la troisième manière de le faire, et c'est ce qui a été mon cas à moi, c'est vous faites un bac plus 4 ou un bac plus 5, et par voie de concours externe, vous arrivez à intégrer une école militaire. Et à l'issue de votre classement en école militaire, vous arrivez à devenir officier chez les sapeurs-pompiers de Paris pour moi, ou n'importe quelle autre arme. J'entends l'infanterie, la cavalerie dans le reste de l'armée. Alexandre, je peux me permettre de vous couper 5 secondes? Oui, allez-y. Parce que j'ai un petit problème technique en fait. Est-ce que monsieur le Panafi, vous m'entendez? Oui. Parce que oui, les élèves me mettent un message comme quoi la visio est bloquée à 100 personnes. Est bloquée à 100, c'est ce que je voulais voir avec vous. On peut pas, vous ne savez pas comment on peut faire pour les. Du coup, ils sont très nombreux à vouloir y rentrer, mais moi, j'ai pas la main, du coup, je ne sais pas comment faire. D'accord, je m'occupe de ça, que la conférence continue et je m'en occupe. Très bien, merci, monsieur Panafieux. Et alors, Alexandre, j'ai une question sur le chat. Il y a un élève qui demande si les lunettes sont disqualifiantes pour être sapeur-pompier. Alors, pour être pompier, alors, on va le voir plus tard dans la présentation, mais en fait, vous pouvez être pompier. Pompier sur le terrain, dans l'action, oui, le port de lunettes l'interdit tout bêtement parce que le port de l'appareil respiratoire, vous savez ce que vous devez voir dans les vidéos, le port de l'appareil respiratoire n'est pas compatible avec le port des lunettes. C'est aussi simple que ça. Il faut comprendre que si vous êtes engagé au contact d'un feu, pour vous protéger des fumées, des flammes et autres, il y a plusieurs moments sur une opération où vous pouvez être amené à mettre un masque, ce qu'on appelle un appareil respiratoire isolant. Hein, vous voyez, c'est un peu comme les plongeurs, ils ont une bouteille sur le dos et ils mettent un masque. Et si vous portez des lunettes, avec la buée, c'est totalement incompatible. Voilà. Il me demande si les lentilles, ça passe aussi. Non, les lentilles, ça passe pas. Ce qui est possible, c'est de se faire opérer quand c'est opérable. Et il y a un délai pour être sûr que l'opération a correctement fonctionné. Voilà. Dans notre milieu, on appelle ça le CIGICOP, c'est-à-dire que malheureusement, pour être pompier sur le terrain, au contact, hein, il faut avoir aucun pépin physique. Voilà. D'accord. Maintenant, il y a énormément d'autres métiers chez les sapeurs-pompiers de Paris et chez les sapeurs-pompiers en règle générale qui concourent aux opérations. Hein. Et on va le voir plus loin. Vous pouvez être pompier et être pompier logisticien, être pompier médecin, être pompier cartographiste, être pompier juriste, voilà. Donc, à travers l'écosystème pompier, il y a un certain nombre de métiers et il y a énormément de métiers en fait d'appui à l'engagement, ce que nous on appelle l'appui et le soutien. C'est extrêmement varié, d'accord. Une autre question aussi, Alexandre. Allez-y. Enfin, il y en a deux, c'est toujours sur le même sujet. Alors, vous parliez du concours. Il y a un élève qui demande si on échoue au concours, doit-on le repasser? Et un autre élève qui demande ce que c'est que le signe BSPP. Ah oui, alors,
Le signe BSPP, c'est ni plus ni moins que l'acronyme, hein, c'est les 4 lettres, Brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Voilà. Donc, mais ça, pareil pour l'autre question, ma présentation devrait répondre à ces questions. Donc, je vous propose de poursuivre. Je vais essayer de vous passer un petit film avant de poursuivre la présentation. Pour que vous puissiez vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Hein. C'est pas parce qu'on est en visio qu'on ne peut pas se mettre un peu dans l'ambiance. C'est bon, là, vous voyez un écran? Oui, on a l'écran. Vous pouvez toujours me faire un signe des yeux? Faites-moi un signe, clignez des yeux, là. Clignez, voilà. Allez-y, monsieur, on vient vous chercher. Gardez votre calme, on arrive. Les gants descendent. Coordinateur médical aéronautique là-bas présenté. Plus vous allez serrer, plus l'arrêt de l'hémorragie va se faire. Donc voilà, je voulais juste vous mettre une petite vidéo comme introduction. Je vais relancer ma présentation. Hop, partager. Donc ici, normalement, vous voyez à nouveau ma présentation et je vais poursuivre. Donc les sapeurs-pompiers en France, c'est quoi? Les sapeurs-pompiers, c'est essentiellement des gens, des civils. Hein, vous êtes des civils, je suis un militaire. Des civils, ça représente quand même 200 000 sapeurs-pompiers en France. Et ces pompiers civils, il y en a deux parties. Il y en a une partie qui sont des volontaires, c'est-à-dire que en province, alors je vous expliquerai par la suite pourquoi est-ce que c'est pas le cas sur l'Île-de-France, mais en province, les pompiers, c'est des gens un peu comme vous tous qui m'écoutez. Hein, vous pouvez décider de vous rapprocher de la caserne de votre coin, de votre village, de votre ville, et puis de décider de donner du temps à cette caserne. En règle générale, on vous demande au minimum 2 jours par semaine, donc c'est assez prenant quand même. Et le service départemental d'incendie et de secours, hein, concrètement les pompiers du département, ils vous forment. Et à partir du moment où vous avez 18 ans et où vous avez les qualifications, vous pouvez décaler en tant que pompier. Vous pouvez partir sur intervention. Alors, le terme décalé, c'est historique. Hein. Pour partir sur intervention, chez les pompiers, on dit décalé parce qu'en fait, avant, on partait avec des attelages et des chevaux et du coup, on retirait la cale de l'attelage pour pouvoir partir sur intervention. Parce qu'il ne fallait pas perdre de temps. En fait, l'attelage restait attelé avec les chevaux toute la journée. Donc, en fait, vous pouvez être volontaire au même titre que vous allez dans un club de basketball, un club de football, et vous proposez vos services à la caserne du coin. L'essentiel des pompiers en France, c'est du volontariat. Mais ces volontaires, ils ne sont pas formés de la même manière que des gens dont c'est le métier à temps plein. Et du coup, généralement, c'est les casernes qui sont composées de volontaires dans les villages, en zone rurale. C'est encadré par des pompiers professionnels. Voilà. Donc, généralement, sur une caserne de 50 pompiers volontaires, il y a quand même 2-3 pompiers professionnels dont c'est le métier, qui s'occupent de la caserne et qui forment les pompiers volontaires et qui font la vie du centre de secours. Dans les grosses villes, les villes qui ont des moyens, d'accord, qui ont un budget important, il y a des casernes de professionnels, 100% de professionnels. D'accord. Si on va à Lyon, si on va à Lille, si on va à Bordeaux, les casernes au centre des villes sont des casernes uniquement de professionnels. Pourquoi? Parce que la technicité des interventions, le rythme et l'organisation qui est nécessaire,
elle justifie d'avoir des gens à temps plein. Et puis, il y a, comme je vous l'ai dit en introduction, il y a l'appui et le soutien qui ne peuvent pas se faire par des gens dont ce n'est pas le métier. On ne peut pas demander à un pompier juriste, un opérateur, quelqu'un qui prend l'appel du 18, de faire ça de manière associative. Ça ne serait pas compatible parce que ça demande des niveaux de formation assez élevés quand même. Ça ne veut pas dire que les formations des volontaires ne sont pas élevées. Elles peuvent être très, très élevées. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais voilà, c'est une précision. Et puis, entre les deux, il y a des casernes mixtes. Il y a des casernes avec un peu de volontaires, un peu de professionnels. Ça va dépendre de la densité de population et puis de l'urbanisation du secteur. À part ça, on a encore d'autres pompiers, des pompiers qui sont militaires et qui sont devenus militaires pour des questions historiques. Voilà. Les pompiers de Paris, qui sont rattachés à l'armée de terre, le bataillon des marins-pompiers de Marseille, qui sont rattachés à la marine, et puis la sécurité civile. Alors, je vais commencer par la fin. La sécurité civile, ça a été créé après une catastrophe, la catastrophe du barrage de Malpasset. C'est un barrage dans le sud où il y a un barrage hydraulique qui a cédé et qui a fait une grave catastrophe. Des villages entiers ont été dévastés. Et du coup, suite à ça, l'armée a décidé d'organiser des unités spécialisées pour faire des missions de sécurité civile. Donc, c'est des régiments comme vous pouvez vous l'imaginer. Je me mets à votre place quand j'étais lycéen et que j'y connaissais rien du tout à l'armée. Pour moi, l'armée, c'était des gens habillés en kaki, avec des FAMAS dans les mains et puis qui allaient à la guerre. Et cette grande organisation, elle a décidé de dédier 2 de ces régiments uniquement aux catastrophes nationales et internationales. C'est la sécurité civile. Le bataillon de marins-pompiers de Marseille, c'est suite à une catastrophe, un feu de navire. C'est pas compliqué, la marine, sur les gros bateaux de guerre, ils ont besoin d'avoir des pompiers. Et puis, il y a eu une grosse catastrophe, un gros feu de navire à Marseille. Suite à cela, la ville de Marseille a demandé aux pompiers militaires de l'époque de la marine, qui étaient embasés à Marseille, de devenir les pompiers communaux de la ville de Marseille. Et plus ancien, je vais vous expliquer la BSPP, comment c'est né. La BSPP, les pompiers de Paris. Donc déjà, la BSPP, il faut se rendre compte que les pompiers de Paris, donc les pompiers qui défendent votre ville, parce que si j'ai bien compris, vous êtes tous lycéens alors vous n'êtes peut-être pas tous parisiens, mais en tout cas, vous venez au lycée sur Paris, ou la proche couronne, vous êtes donc tous parisiens ou en tout cas très proches de Paris. Les pompiers de Paris, dont je suis le représentant aujourd'hui auprès de vous, c'est le premier corps européen de sapeurs-pompiers. Pour vous ayez un ordre d'échelle, c'est le 3e plus gros corps de sapeurs-pompiers au monde. Voilà. Après New York et Tokyo. Voilà. Et ça c'est quelque chose, on essaye de le faire comprendre aux gens parce que c'est quand même, c'est pas rien, c'est quand même sur une échelle d'importance, c'est quand même voilà, quelque chose d'important. Alors, comment nous, on est nés ? On va revenir à la base, on va revenir 300 ans en arrière. La France, qui est le pays le plus puissant du monde, ou en tout cas l'un des plus puissants avec l'Angleterre, l'Autriche, la Hongrie. En tout cas, Paris est une des villes les plus importantes du monde, la plus urbanisée du monde. Et du coup, il y a régulièrement des incendies qui sont très importants, qui font des dégâts très importants. Et du coup, les Parisiens commencent à s'organiser pour lutter contre l'incendie. Donc, au départ, c'est du volontariat. C'est du volontariat à l'ancienne. Les gens, ils mettent des seaux d'eau au bas de leur porte, etc. Et puis, on va dire jusque fin du XVIIIe siècle, les gens s'organisent comme ils peuvent. Et puis, on a les balbutiements de premiers pompiers dont ça devient le métier. Voilà. Parce que les associations s'organisent et puis ça commence à devenir professionnel, on va dire. Simplement, c'est des gens qui ne sont pas très organisés. On est fin du XVIIIe siècle. Ils n'ont pas beaucoup de moyens. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que un jour, Napoléon va aller à l'ambassade d'Autriche pour un grand banquet, parce qu'il y a la fille de l'ambassadeur qui se marie.
Et puis, il va arriver ce qui devait arriver, arriva ce qui devait arriver. Un très gros feu a lieu et il y a plus de 250 morts sous les yeux de Napoléon Ier. Résultat, il va rentrer à l'ambassade, enfin, il va rentrer dans son palais suite au feu de l'ambassade d'Autriche et il va pondre un décret impérial. Donc là, c'est un moment fort pour nous. Le 18 septembre, hein, c'est pour ça que si vous êtes parisien, le 18 septembre, vous entendez régulièrement dire que c'est la fête des pompiers de Paris. C'est parce que c'est Napoléon qui va prendre ce fameux décret impérial. Il va demander à ses unités d'élite, parce qu'il va rentrer fou furieux, il va demander à ses unités d'élite de l'infanterie à l'époque, donc à ces fameux dragons, de réquisitionner tous les pompiers et tout le matériel des pompiers volontaires, donc les associatifs à l'époque, hein. Et il va, du jour au lendemain, décréter que ça doit être une unité d'élite qui doit défendre la capitale, la plus grande capitale du monde, qui est actuellement la ville de Paris. Donc voilà en fait un peu notre origine, ce qui fait qu'on va devenir le premier corps professionnel et militaire, hein, de surcroît, au monde de pompiers. Voilà. C'est quelque chose qui est important parce que dès le départ, en fin de compte, vous devez en entendre parler, j'imagine, hein, c'est un peu le stéréotype des pompiers de Paris, c'est beaucoup de sport et autres. Ça continue de nous suivre parce que dès le départ, Napoléon, il a voulu que les pompiers de Paris, ça soit une unité d'élite des pompiers civils, que ça soit une unité à part et surtout qu'ils fassent énormément de sport parce qu'il voulait absolument que ces pompiers-là, ça soit les plus acquéris, les plus rapides au monde. Et du coup, il va vraiment mettre l'accent sur une organisation militaire. Voilà. Je ne vais pas en dire plus sur ce sujet-là, mais c'est vraiment la base des pompiers de Paris. Voilà. C'est ce qui fait que, en face de vous, avant d'avoir un officier de sapeur-pompier, je suis avant tout un officier de l'armée de terre. D'ailleurs, chez nous, on parle de cette spécificité militaire et qui est ressortie malheureusement sur les attentats récemment, voilà, et c'est ce qui nous vaut vraiment cette notoriété à l'international. Donc, à quoi servent les pompiers? Ça, je pense que vous avez tous une idée là-dessus. Donc, il y a la partie, et là, je vais... normalement, vous voyez la slide qui s'affiche. Ça, c'est les missions que vous connaissez tous, hein. Le feu, les accidents, le secours à victimes, la pollution, les faits d'animaux. Faits d'animaux, parce qu'on porte assistance aux animaux aussi. Alors, il y en a qui trouvent ça tout à fait logique, il y en a qui trouvent ça exagéré. Bon, peu importe, notre mission, c'est secourir et protéger les biens et les personnes en toutes circonstances. Voilà. Donc, eau, gaz, électricité, donc tout ce qui touche au fluide, les protections des biens, si vous avez un immeuble qui menace de s'effondrer, les recherches aussi. Quand on parle de recherche, c'est, je ne sais pas moi, un enfant qui serait manquant à l'appel dans une forêt, voilà. Tout ce qui est secours à personne en milieu périlleux, hein, les gens qui escaladent la Tour Eiffel, enfin voilà, tout ce que vous pouvez vous imaginer. Ça, c'est que la partie visible de notre métier. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça et on a beaucoup plus de missions que ça. Les parties qui sont moins visibles maintenant. Mais en fait, les pompiers, comme je vous l'ai dit, ils doivent défendre et protéger les biens et les personnes en toutes circonstances. En toutes circonstances. C'est-à-dire que si vous réfléchissez autour de vous, la police, ils font un métier qui est formidable et qui est extrêmement difficile. Mais ils n'ont pas la même obligation que nous. Typiquement, nous, la différence et ce qui fait encore notre spécificité chez les pompiers militaires, c'est qu'on n'a pas le droit de faire grève, on n'a pas le droit de retrait. C'est-à-dire que notre vie elle soit mise en péril ou non, on n'a pas le droit de refuser de s'engager sur opération. Donc ça, c'est quelque chose de spécifique dans le milieu civil, parce que dans n'importe quel autre métier, vous tous demain, quel que soit le métier que vous allez choisir, il n'y a que les militaires qui ont obligation de porter assistance et de secourir la nation, j'allais dire, en tout lieu et en toutes circonstances. C'est-à-dire que quand vous choisissez d'embrasser une carrière militaire, vous perdez ce droit fondamental que vous avez tous aujourd'hui,
de pouvoir vous soustraire à un danger ou arrêter de travailler si vous estimez que votre vie elle est mise en péril. Moi, la personne que vous avez en face de vous, je n'ai pas ce luxe. Alors, c'est un choix, hein, mais il y a certaines situations quand même où ça a quand même son importance. Donc, on va revenir sur les missions des sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers, en règle générale, ils doivent faire de la prévention. Donc, au-delà de la partie visible, hein, si je reviens en arrière, les feux, le secours à personne, etc., on doit faire de la prévention. Qu'est-ce que c'est? L'école dans laquelle vous allez tous les jours. Les officiers de sapeurs-pompiers, vu que l'école elle est sur Paris, c'est les officiers de sapeurs-pompiers de Paris, ils doivent venir la visiter régulièrement pour autoriser son ouverture. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que les officiers des sapeurs-pompiers qui sont du secteur où il y a votre école, ils doivent venir dans votre école visiter tous les 5 ans ou tous les 4 ans. Ça va dépendre du nombre de personnes que votre école elle peut accueillir pour dire si elle a le droit d'ouvrir ou pas, si elle est en capacité d'ouvrir au public, si elle a le droit de recevoir du public. Et ça, c'est valable pour les hôpitaux, les maisons de retraite, les cinémas, tout ce qui reçoit du public, tout ce qui n'est pas du domaine privé. C'est-à-dire que chez vous, les pompiers ne viennent pas visiter, mais tout ce qui reçoit du public, mis à part les bureaux et l'habitation, les pompiers doivent venir visiter. Ça veut dire aussi qu'on doit aussi valider les permis de construire. Hein, je ne sais pas, vous habitez en province, vous achetez un terrain pour construire votre maison. Alors, j'essaye de vulgariser pour les élèves, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde maîtrise à votre âge la manière dont on fait un permis de construire. Mais en gros, vous avez un terrain, vous voulez construire une maison. Vous devez faire soit appel à un architecte, soit vous le faites vous-même, mais à partir d'une certaine taille, il faut faire appel à un architecte. Vous allez déposer un dossier auprès de votre mairie pour pouvoir construire une maison ou un bâtiment. Ce dossier-là, ce n'est pas la mairie qui va dire toute seule si on peut construire. Le maire, il va regarder si par rapport à son plan d'urbanisme, donc la manière dont lui, il a décidé avec les autres élus de construire, si votre maison, elle correspond à ce qu'il attend pour l'avenir de la ville. Et puis, il va envoyer aussi ce document à la préfecture du département. En fin de compte, derrière la préfecture, qui va statuer sur est-ce que le bâtiment, il est bon ou pas? C'est les pompiers. Voilà. Et ça c'est le travail des officiers des sapeurs-pompiers. Parce que ça demande un niveau technique qui fait que ce n'est pas des militaires du rang ni des sous-officiers qui traitent ce genre de choses. Ensuite, un autre pan qui est très très important, et c'est une bonne partie de mon métier aujourd'hui, c'est la prévision. Moi aujourd'hui, c'est vraiment ce sur quoi je suis axé quand je ne suis pas de garde, quand je ne suis pas sur le terrain à faire des grosses catastrophes, à faire des gros incendies, ce qui arrive quand même régulièrement à mon niveau, parce que moi je couvre tout le département du 93 plus un tiers de Paris. Donc, je suis un des officiers poste de commandement de ce grand secteur-là. Donc, je pense que vous connaissez comme moi un peu la géographie parisienne, et c'est quand même un secteur qui est important. Mais quand je ne suis pas de garde, je fais de la prévision. Alors, qu'est-ce que je fais quand je fais de la prévision? Je fais de la veille réglementaire, c'est-à-dire les lois, elles évoluent, la manière dont on construit les bâtiments, la manière dont les usines, elles doivent répondre à certaines normes et autres. Nous, ça peut être important pour nous parce que ça va changer la manière dont nous, on va éteindre les feux dans ces usines-là. La manière dont les bâtiments ils sont construits, ça peut changer de la manière de faire pour nous, dans la manière de… Si jamais un bâtiment menace de s'effondrer, ça peut poser un problème pour nous. Donc, avec la veille réglementaire, il y a la veille technologique. Quels équipements on achète, quels nouveaux équipements, avec quel matériel on équipe les pompiers de demain, par exemple. Voilà. Et puis, avec tout ça, il y a ce qui est un peu à l'entre-deux, c'est-à-dire le suivi des grands projets. Par exemple, moi, actuellement, je suis convié aux réunions pour la préparation des Jeux Olympiques, pour le Grand Paris Express. Le Grand Paris Express, qui est l'extension du métro souterrain actuellement dans Paris. On me fait venir, par exemple, pour la construction de la ligne 16, les ingénieurs, ils m'expliquent ce qu'ils ont prévu de faire et ils nous demandent, à nous, pompiers, est-ce que ça pose un problème pour nous? Est-ce que si jamais les ouvriers qui creusent à 60 mètres sous le sol, dans un tunnelier qui est mis sous milieu hyperbare, c'est-à-dire qui est mis sous pression, est-ce que nous, les pompiers, on peut intervenir dans ces endroits-là?
Et donc, ça pose des problèmes. Et du coup, on échange avec ces industriels-là, avec ces entreprises du BTP, pour savoir comment on peut s'organiser, parce que si jamais il y a une catastrophe, il faut pouvoir y répondre. Troisième point, qui est souvent méconnu, c'est le soutien à la résilience de l'État. Soutien à la résilience de l'État. C'est quoi? C'est les pompiers, et encore plus les pompiers de Paris, parce qu'on est militaire, on doit pouvoir, comme je vous l'ai dit, porter assistance aux biens et aux personnes en tout lieu et en toutes circonstances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si demain, malheureusement, il y a une usine qui explose sur Paris et qui rase la moitié de la ville de Paris, nous, on doit continuer à pouvoir fonctionner. On doit non seulement, nous, continuer à pouvoir fonctionner, mais on doit pouvoir aider les institutions, les autres institutions étatiques à fonctionner. Donc ça demande énormément de travail. C'est un peu comme si votre lycée, c'est un peu comme si le directeur de votre lycée, il devait pouvoir continuer à vous donner cours, que les magasins, que les livreurs pour l'alimentation, que les transports en commun, que tout ça ne fonctionnait plus. Votre lycée il devrait pouvoir continuer à fonctionner. Alors là, vous dites, OK, pour l'alimentation, on pourrait faire. Pour l'arrêt des magasins, on pourrait faire. Si nous, on ne peut plus venir en transport au lycée, on pourrait tous dormir dans le lycée, OK. Mais il y a l'énergie aussi. Ça veut dire qu'on doit prévoir à l'avance notre alimentation en énergie. Donc, ça veut dire qu'en interne, ça demande énormément de travail. Ça veut dire que toutes les casernes doivent être munies de groupes électrogènes. Ça veut dire qu'on doit avoir nos stocks en carburant, nos stocks en alimentation. Et tout ça, qui le fait? C'est les officiers et les cadres chez les pompiers. Et cette culture-là, elle est encore plus importante chez les pompiers de Paris parce qu'on a ce côté militaire qui fait qu'on essaie de prévoir et d'avoir ce qu'on appelle une forte capacité de résilience. Voilà. Donc ça, c'est un terme que dont vous devez entendre parler beaucoup dans les médias actuellement, avec la crise du Covid, cette capacité de résilience. Nous, c'est culturel, c'est dès le départ, on est conçu pour ça. Autre exemple, ça pourrait être la crue centenale sur Paris. Qu'est-ce qu'on fait? Comment les pompiers fonctionnent et comment on continue de fonctionner et de porter assistance aux biens et aux personnes si jamais demain, il y a 5 mètres d'eau dans Paris. Voilà. Donc voilà ce troisième point. Oui, Alexandre, je ne sais pas si vous voulez, je vous la pose tout de suite. J'ai une question sur vos missions. Allez-y, allez-y. Alors, j'ai un élève qui me met, si nous assistons à un attentat et que l'on est militaire ou pompier, mais non armé, doit-on agir ou on peut se soustraire à la situation? Vous la lisez telle quelle. Alors, déjà, si vous êtes un militaire, il n'a pas le choix, il est obligé. Ça, et d'ailleurs, notre devise, c'est sauver ou périr. Donc voilà, pour répondre très clairement, un militaire et un pompier de Paris, parce qu'on est militaire, n'a pas le choix. D'accord? Qu'il ait les moyens d'agir ou pas. Hein. Ça veut dire qu'il doit tout mettre en œuvre pour porter assistance aux personnes. Voilà. Si maintenant vous êtes une personne civile, vous êtes quand même tenu à un minimum parce que vous devez porter assistance à personne. Ça veut dire que vous êtes obligé de prêter assistance. Ça veut dire que vous, demain, vous êtes dans la rue, vous voyez quelqu'un qui est en train de faire un arrêt cardiaque ou qui est en train de s'étouffer, vous n'avez pas le droit de passer votre chemin et de faire comme si vous n'avez rien vu. Vous êtes obligé de porter assistance à la personne. La seule exception, c'est le fameux droit de retrait. C'est-à-dire que si pour porter assistance à la personne, vous risquez de perdre votre vie, vous avez le droit d'avant tout vous mettre en sécurité et d'appeler les gens qui seront capables de porter assistance à la personne. D'accord? Ça, c'est la différence entre des civils et des militaires. Les policiers, c'est un peu particulier pour un attentat. Bien évidemment, il est évident qu'un policier est obligé de porter assistance. Mais si c'est pour un feu, par exemple, un policier qui n'est pas entraîné et qui n'est pas fait pour intervenir dans un bâtiment en flammes, il a le droit de refuser de s'engager. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je pense, oui, à mon oui. Le quatrième point maintenant, c'est on fait aussi du soutien national et international. On va faire des missions à l'étranger et sur le territoire national. Forcément, c'est très facile à comprendre, hein, les pompiers de Paris sont très forts pour les feux urbains, pour les feux souterrains, parce qu'on a des métros, on a des parcs de stationnement couverts sur Paris, des parkings, hein, des parkings qui sont très, très, très importants. Et du coup, on est un peu les experts parmi le monde pompier en France là-dessus. Donc, quand il y a des colloques, quand il y a des formations sur ces sujets-là, on est très souvent demandé
Enfin, on nous demande souvent notre avis, on nous demande de participer et de former les autres pompiers dans le reste de la France, mais c'est valable aussi à l'international. Voilà. Et notre organisation fait qu'on est reconnu pour avoir un certain degré d'expertise. Du coup, on va à l'international. Moi-même, je suis parti au Brésil, au Niger, en Suisse. Voilà. Donc, c'est des choses qui peuvent vous tomber dessus et qui sont extrêmement enrichissantes. Voilà. Alors, j'ai une élève, Alexandre, qui me demande, enfin, qui vous demande, hein, que faire si une personne est blessée et que nous n'avons pas de téléphone pour appeler des secours, s'il vous plaît. Alors, si quelqu'un est blessé et que vous n'avez pas de téléphone pour appeler les secours, alors il faut savoir que l'obligation de porter assistance à personne, elle est reconductible, elle est par conduction, en fait, par connexion. Tous les gens que vous allez rencontrer, ils sont obligés de vous aider. C'est-à-dire que s'il y a danger de mort pour quelqu'un, que vous prêtez assistance à cette personne et que vous croisez une autre personne, parce que vous n'avez pas votre téléphone, par exemple, et que vous lui demandez d'appeler les pompiers à votre place, elle est obligée de vous aider à son tour. Voilà. Donc, maintenant, si jamais vous avez personne à portée de main ou à portée de voix, si je puis dire, et ben là, il faut faire le choix soit de porter assistance tout de suite à la personne. On imagine quelqu'un qui s'est ouvert une veine. Et ben, vaut mieux d'abord aller appeler les secours et ensuite revenir s'occuper de la personne. Parce que si vous êtes toute seule à lui faire un garrot, à mettre votre main sur la plaie, bah, au bout d'un moment, vous n'allez pas faire grand-chose toute seule. C'est-à-dire que même si vous allez peut-être ralentir la mort de la personne, la personne, elle va finir par décéder. Alors que si vous alliez d'abord appeler les secours et ensuite vous revenez porter assistance à la personne, il y aura des équipes qui viendront vous appuyer très rapidement. Et là, on va le voir plus tard, hein, les délais d'intervention chez nous sont extrêmement réduits. Hein. Donc ça, je vais le dire plus loin dans la présentation. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, merci. Ouais. Merci. Oui, ça a dû la satisfaire. Oui, elle me dit que oui. Ouais. Alors, justement, pourquoi appelle-t-on les pompiers? On l'a dit, hein, tout ce qui est catastrophe, tout ce qui ne répond pas, tout ce qui est anormal, on appelle les pompiers. Mais quand on a dit ça, on peut se dire qu'on peut appeler les pompiers à peu près pour tout, dès qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas ou quelque chose qui ne va pas bien. Donc, bien évidemment qu'on n'appelle pas les pompiers pour rien. Parce qu'on est une organisation très lourde, comme vous commencez un peu à le comprendre, et on coûte cher. On coûte cher parce qu'on est une organisation très importante, parce qu'un camion de pompiers, le plus petit des camions, mis à part les ambulances que vous voyez, hein, que nous on appelle des VSAV, un camion qui va sur feu ou une grande échelle, actuellement, ça consomme environ 30 litres au 100. Donc, je pense que vos parents ou les adultes qui mettent de l'essence dans une voiture actuellement, ils doivent se dire ça coûte énormément d'argent. Effectivement, ça coûte énormément d'argent. Une grande échelle, ça coûte 360 000 €. D'accord, 360 000 € sans l'équipement qui est à l'intérieur, uniquement l'échelle à nu, sans tout l'équipement qui va autour. Donc, ça coûte extrêmement cher et la sortir d'une caserne, ça coûte cher. Et du coup, il ne faut pas, évidemment, appeler les pompiers pour rien. Donc, en gros, ce que vous devez retenir, si vous deviez retenir une chose sur quand est-ce qu'on appelle les pompiers, c'est quand on risque de mourir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tout ce qui n'est pas du domaine de l'urgence vitale, ce n'est pas les pompiers qu'il faut appeler. Aujourd'hui, si vous avez le Covid et que vous toussez, il faut appeler le 15, il faut appeler le SAMU. De l'autre côté du téléphone, vous aurez des médecins ou des infirmiers ou des opérateurs qui sont en lien avec des médecins qui vont vous conseiller sur ce qu'il faut faire. Si vous êtes enfermé dans un ascenseur et que vous n'avez pas de risque d'infarctus, il faut appeler un ascensoriste. Oui, vous allez devoir payer. Oui, ça va coûter cher peut-être à vos parents si vous êtes mineur, mais c'est eux que vous devez appeler. Si vous claquez la porte de chez vous, c'est un serrurier qu'il faut appeler, ce n'est pas les pompiers. Si vous tordez la cheville sur un terrain de foot, ce n'est pas les pompiers non plus qu'il faut appeler. Souvent, les gens ils pensent que c'est ça qu'il faut faire. Autre exemple qui est très courant, c'est dans une entreprise, vous travaillez, vos parents, ils vont très certainement, dans leur entreprise, si quelqu'un se blesse, se coupe le doigt, ils vont appeler les pompiers. C'est pareil, normalement, ce n'est pas les pompiers qu'on doit appeler. Les pompiers, on doit les appeler que s'il y a danger immédiat. Voilà. Malheureusement, quand on nous appelle,
on ne peut pas, nous, quand vous appelez le 18 et le 112, on ne peut pas, une fois que vous nous avez appelé, on est saisi d'une mission et du coup, on ne peut pas se désengager de ça. Donc, on essaie de faire le tri et d'appeler les gens à la raison. Mais c'est l'objet quand même de très nombreux appels qui sont injustifiés. Et ça nous pollue. Parce que la salle du 18, si je vulgarise pour vous, la salle du 18, c'est ni plus ni moins que, allez, une vingtaine de téléphones. S'il y a 20 personnes qui appellent en même temps, les 20 téléphones, ils sont pris. Le temps de dire aux gens que ce n'est pas notre sujet, par exemple, hein, une porte fermée, un chat dans un arbre, si vous êtes la 21e personne qui appelle parce que votre petite sœur est en train de s'étouffer, le temps qu'on explique à la personne qu'il faut appeler un serrurier, les pompiers, ils vont devoir vous faire patienter. Donc, ça, c'est quelque chose, je sais que vous êtes une centaine aujourd'hui, si vous devez retenir dans mon intervention, par rapport aux appels, c'est faites attention à ça, n'appelez pas les pompiers pour rien. Voilà. Après, je vais vous donner des chiffres hein, sur le nombre d'appels. Vous allez voir, c'est complètement hallucinant. Alors là, j'utilise un terme un peu... Mais le nombre d'appels est complètement hallucinant. On tourne aux alentours de 6000 appels jour. D'accord ? Donc, il est évident que les gens qui sont de l'autre côté du téléphone, ça demande une formation spécifique et il y a toute une organisation pour faire face à un nombre d'appels comme ça. Avant de revenir sur les appels, je vais juste faire une petite précision maintenant pour revenir sur le feu, pourquoi c'est dangereux. Le feu, vous allez me dire, les feux… Oui ? Non, Alexandre, est-ce que vous voulez que je vous repose une question? J'en ai une comme je vous l'ai posée au fur et à mesure. Allez-y. Alors, si on est sapeur-pompier en France et qu'on déménage à l'étranger, est-il possible d'exercer dans n'importe quel pays? Non. Non. Non, l'organisation des pompiers, elle est très spécifique à chaque pays. Voilà. Je vous donne un exemple, le Venezuela. Le Venezuela, c'est n'importe quelle personne bénévole, qu'elle ait une formation ou non, qui peut décider de devenir pompier. Ils vont à la caserne de leur village ou de leur ville et ils vont dire, voilà, bonjour, je suis monsieur Rodriguez, est-ce que vous avez besoin d'aide pour intervenir en tant que pompier? Il y a d'autres pays, par exemple au Canada, c'est 3 ans de formation, le plus petit grade de sapeur-pompier, c'est 3 ans de formation. Et là, c'est le fruit d'un processus et d'une sélection qui est extrêmement drastique. Du coup, non, c'est absolument pas compatible, c'est très spécifique d'un pays à l'autre. En plus, je ne suis pas rentré dans ce détail-là, mais il y a des pompiers dans le monde dont la partie préservation des biens et tout ce qui est lutte contre tout ce qui est technologique est séparé de tout ce qui est secours aux personnes. Je m'explique. Par exemple, aux États-Unis, vous avez les firefighters. Les firefighters qui sont ce que tout le monde s'imagine être les pompiers, c'est-à-dire ceux qui luttent contre le feu, qui font les grosses catastrophes et autres. Et vous avez les paramedics qui font ce que font les pompiers quand vous faites un arrêt cardiaque chez vous. Ils sont entre le SAMU et les pompiers. Vous voyez ? Donc, non, c'est pas du tout transposable dans les autres pays. Voilà. Il y avait une autre question ou je continue? Non, pour l'instant, j'en ai pas d'autres. Alors, le feu, pourquoi est-ce que je fais une petite aparté sur le feu? Parce que les gens s'imaginent souvent qu'un feu, oui, il y a des petits feux, il y a des gros feux. Bon, ça, jusque-là, je pense que tout le monde se l'imagine bien. Vous avez, je pense, pour la plupart déjà vu un feu de cheminée, un feu de barbecue ou peut-être même des feux de poubelle. Mais en fin de compte, un feu comme nous, on est amené à les traiter, n'a rien à voir avec ces feux-là. Et pour ça, je vais vous passer une petite vidéo pour que vous compreniez. Alors là, pareil, je vais vous lancer une petite vidéo pour que vous compreniez que ça n'a rien à voir, absolument rien à voir, et que ce n'est pas du tout avec un tuyau d'arrosage un peu plus gros qu'on peut éteindre un feu. Un feu comme nous, on les entend en tant que pompiers. Fire starting in a waste can in the corner. So got a small flame just starting to flicker. Alors là, je baisse un peu le son. Monsieur Bourrelli, vous m'entendez en même temps tous? En même temps? On vous entend, Alexandre. On voit la vidéo, c'est parfait.
Donc là, on imagine qu'en fin de compte, ben, effectivement, le feu, il n'est pas dans une cheminée ou dans un barbecue. Le feu, c'est quelqu'un qui a oublié sa cigarette dans un canapé, c'est une prise électrique qui a disjoncté, votre tableau électrique, votre frigo qui a explosé parce qu'il vieillissait, un écran d'ordinateur qui a cassé, une guirlande de Noël qui est tombée, ou tout simplement quelqu'un de malveillant qui a vidé un jerrycan d'essence dans votre cage d'escalier et qui a craqué une allumette. Les flammes, en fin de compte, dans une cheminée ou dans un barbecue, la fumée et les flammes qui s'échappent, elles remontent et elles s'échappent à ciel ouvert. C'est-à-dire dans une cheminée, il n'y a pas de bouchon en haut de la cheminée. Dans un barbecue, généralement, vous ne faites pas ça à l'intérieur de chez vous. On est d'accord? En tout cas, si vous le faites, je vous engage vivement à éviter de le faire. Parce que vous pouvez vous intoxiquer et puis vous pouvez foutre le feu. Mais si vous regardez bien, si jamais le feu n'est pas dans un local prévu à cet effet, comme on le voit sur la vidéo, ben, les fumées, elles remontent et vous voyez, il y a quelque chose qu'on commence à deviner sur le haut de la pièce. Il y a ce fameux plafond de fumée. Ben, la fumée, elle ne s'échappe pas dans le ciel, donc elle s'accumule dans la pièce. Ça fait quoi? Normalement, vous êtes au lycée, donc si je ne me trompe pas, vous devez avoir commencé à faire des études de fonctions, et notamment une fonction qui s'appelle la fonction exponentielle. Si vous faites une exponentielle, qu'est-ce qui se passe? Au début, ça débute doucement, et en fin de compte, ça va rapidement monter, et ça va monter au fur et à mesure qu'en x, pour reprendre une fonction, pour faire le lien avec les mathématiques, vous allez mettre des chiffres importants, et plus vite vous allez vers l'infini en y. D'accord? Et bien là, c'est la même chose. En fait, le plafond de fumée, les choses, cette fameuse fumée chaude, elle est environ à 300-400 degrés. À 300-400 degrés, du coup, il n'y a plus que les flammes en elles-mêmes qui génèrent de la chaleur dans la pièce. Le plafond de fumée lui-même, en fait, il fait office de four. Ça veut dire que la pièce entière devient un four. Donc là où, en fait, au départ, vous aviez juste le canapé qui brûlait et qui chauffait la pièce, et bien là, c'est accéléré par ce plafond de fumée. Comme ce plafond de fumée, il accélère, les flammes, elles deviennent de plus en plus importantes. Le canapé se met à brûler de plus en plus vite. Le plafond de fumée, toujours pareil, les fumées, elles ne partent pas dans le ciel. Donc, les fumées, elles deviennent encore plus vite, plus importantes. Et voilà, ça fait l'effet, ce qu'on appelle l'effet boule de neige. D'accord? Et résultat des courses, en moins de 4 minutes, vous voyez, là, c'est filmé en temps réel. J'accélère pas. Hein. Si je vous fais afficher le temps, vous voyez, là, ça fait 3 minutes, même pas, 2 minutes que je suis en train de vous parler. Regardez bien la vidéo où on en est, il fait plus de 1000 degrés dans la pièce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1000 degrés, même le béton, il explose. Quand vous entrez dans un appartement qui a subi un feu au bout de 3-4 minutes comme ça, là, dans la pièce, on n'a pas mis d'essence. On n'a rien mis de plus qu'un canapé, une chaise, etc. Ça fait que dans la pièce, il fait 1000 degrés. Et ça fait que si jamais vous ouvrez la porte avec un tuyau d'arrosage, vous risquez de vous faire un peu débarbouiller. Voilà. Ce qui est en plus compliqué à comprendre, c'est que les gens, quand il y a le feu chez eux, par exemple, une friteuse, vous faites des frites chez vous, ça déborde, vous balancez une casserole d'eau en pensant bien faire, vous allez foutre le feu à toute votre cuisine. Les gens, dans ces conditions-là, ils perdent un peu leur sang-froid, et puis quand ils sortent de chez eux pour appeler les pompiers au secours, ils laissent leur porte ouverte. Donc, je vous laisse imaginer si cette pièce-là, qu'on vient de voir brûler, de la cuisine, ça passe dans le salon, et puis du salon, comme la porte est restée ouverte, ça passe dans la circulation dans le couloir, et que ça donne sur la cage d'escalier où il y a les gens qui vivent. Quoi. Donc voilà pourquoi est-ce qu'un feu pour nous, pompiers, ça peut être très technique, c'est beaucoup plus violent que ce que les gens peuvent s'imaginer. D'accord? Donc je vais revenir sur ma présentation, et puis je vais poursuivre. Est-ce que le temps que je passe sur la présentation, il y a des questions, Monsieur Borelli? Là, non, je n'en avais pas pour l'instant. Donc, en fait, c'est pour vous montrer que là, vous voyez des petits schémas. C'est des schémas que nous, on fait. Alors, ce n'est pas juste des illustrations de bouquins, ça. Hein. C'est vraiment des schémas qu'on fait sur le terrain, dans l'action. Les officiers comme moi, on apprend. Alors, pas aussi bien, je vous rassure, j'aimerais dessiner aussi bien, mais on fait venir des dessinateurs qui nous aident pour tactiquement éteindre les feux, pour savoir comment on place les feux, les lances,
par quel endroit on pénètre, est-ce qu'on casse tel mur ou tel mur pour pénétrer l'intérieur du bâtiment, quels sont les risques d'effondrement engendrés. Voilà, tactiquement, techniquement, on fait vraiment de la tactique. Si certains d'entre vous jouent aux jeux de rôle, aux jeux vidéo, aux jeux de stratégie en temps réel, etc. Moi-même, j'avoue, hein, j'aime bien les jeux vidéo. Ça va peut-être choquer certains de vos professeurs, mais j'aime bien. Mais je peux vous garantir qu'en vrai, ça se passe vraiment comme ça. Sauf que là, c'est pas du virtuel. Hein, les gens risquent de mourir. D'ailleurs, oui, j'ai une question, Alexandre, là, sur la diapo d'avant. Oui. Une élève nous demande si, par exemple, une personne est coincée dans cette pièce que vous nous montriez avant avec le feu, que faites-vous? Que faites-vous? Alors, oui, alors ça, c'est sensibilisation. Alors, c'est deux choses. Et il ne faut pas se poser 36 questions. Je vous demande, si c'est ça, de retenir ce que je vais vous dire. S'il y a le feu chez vous, à l'intérieur de chez vous, vous sortez de chez vous le plus vite possible et vous fermez votre porte derrière vous. Pas besoin de la fermer à clé. Et pas besoin de s'inquiéter des clés. Vous pouvez la claquer. Les pompiers, ils ont une clé universelle qui s'appelle la massue. D'accord? Et du coup, on n'aura pas de problème à ouvrir votre porte si jamais il y a le feu à l'intérieur de chez vous pour rentrer. De toute manière, dites-vous que s'il y a un feu qui est devenu incontrôlable pour vous, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'éteindre avec un verre d'eau, 1 minute après que vous ayez quitté la pièce, vous avez vu la vidéo que je vous ai montrée juste avant, 1 minute ou 2 minutes avant, ce n'est pas vous qui allez réussir à rentrer à l'intérieur, il n'y a que des pompiers qui pourront faire quelque chose. Donc, s'il y a le feu à l'intérieur de chez vous, vous sortez de chez vous. C'est aussi simple que ça. Mais la petite précision qui est vraiment importante de retenir, c'est si c'est chez vous, si c'est chez votre voisin, ou si c'est à côté, ou vous restez chez vous. D'accord? Donc, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur de votre appartement, du vôtre, pas de votre voisin, ni celui qui est juste à côté du vôtre, ni en dessous, ni au-dessus. Ne vous posez pas de questions. S'il y a le feu dans votre immeuble, mais pas dans votre appartement, vous restez à l'intérieur de chez vous. D'accord? Et vous restez chez vous, bien évidemment, en fermant la porte. Là, vous pouvez prendre un linge mouillé et le mettre au pied de votre porte pour éviter que la fumée reste chez vous. Et vous appelez le 18 pour dire, voilà, il y a le feu dans mon immeuble, je sens une odeur de brûlé. Est-ce que vous arrivez? Est-ce que vous avez été prévenu? D'accord? Et c'est ça qu'il faut faire. Après, quand je vous dis ça, vous allez tous vous dire dans votre tête, parce que vous n'êtes pas les premiers à qui je le dis, avec qui j'ai cette discussion, vous allez tous vous dire, oui, mais si jamais les flammes, elles remontent par la façade, etc. Non, je vous le redis. Et là, c'est un commandant des pompiers de Paris qui vous le dit. Vous restez chez vous, sauf si le feu, il est chez vous. Pourquoi? Parce que si je prends, et là, vous me voyez, Monsieur Borelli, la bouteille d'eau que j'ai ici dans la main? Monsieur Borelli? Oui, on la voit. Moi, j'avais un problème. Oui, on vous voit, voilà. Alexandre. Ouais. Donc, 1,5 litre, s'il y a vos professeurs de physique qui est présent, 1,5 litre qui se vaporise en vapeur d'eau, 1,5 litre d'eau. Le coefficient multiplicateur, c'est 1500. Donc, on va partir sur une bouteille de 1000 litres. Ça fait 1500 litres de vapeur chlorée. Donc, ça veut dire qu'une simple bouteille d'eau qui brûle dans une pièce, comme on vient de montrer dans la vidéo avant, ça va dégager de la vapeur chlorée. Donc, si jamais vous la respirez, vous allez mourir en la respirant. Ça va dégager un nuage de vapeur chlorée de 1500 litres. Donc, imaginez si c'est une pièce complète qui brûle. Imaginez que ça soit un appartement, un canapé complet qui brûle. Si jamais vous vous amusez à ouvrir votre porte pour vérifier que le feu, il est chez votre voisin, que vous pouvez sortir et tout, oui, une fois sur deux, vous allez pouvoir sortir de l'immeuble parce que le feu viendra de chez votre voisin du dessus et du coup, ça ne posera pas de problème. Mais si jamais ça vient de votre voisin qu'il a laissé la porte ouverte ou que ça vient du pied de la cage d'escalier parce que c'est la poussette au pied de la cage d'escalier qui est en train de brûler, et ben, quand vous allez ouvrir la porte, vous allez mourir sur le coup. Voilà. Parce que ce qui vous attend, c'est potentiellement, c'est des flammes comme je vous ai montré dans la vidéo juste avant. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question et qu'il n'y a pas de doute dans votre esprit. Dernier point pour vous rassurer, c'est qu'une porte en bois, une pauvre petite porte en bois, même si elle n'est pas blindée, même si c'est une porte en bois que moi je peux casser avec un coup de pied en 5 minutes, même pas en 1 minute, ça bloque le feu pendant une demi-heure. Voilà. N'importe quel feu, d'accord? Le bois, 2 cm de bois, ça met quand même une demi-heure, ça bloque le feu pendant une demi-heure. Et alors si vous avez une porte, et comme on habite en Ile-de-France, bien souvent c'est des portes assez résistantes, ça peut bloquer le feu pendant plus d'1 heure.
Donc, vous avez largement le temps d'être protégé et que les pompiers viennent vous chercher. Voilà. Là, c'est juste parce que c'est des schémas qui sont intéressants, mais vous voyez là une façade d'un bâtiment, d'un gros feu qui date, qui est pas si vieux que ça, hein, qui date d'il y a 5 ans, secteur Saint-Ouen, où c'est un entrepôt qui s'est propagé sur un immeuble d'habitation. Voilà les schémas qu'on fait pour faire de la tactique. Là, c'est un autre feu à Clichy en 2016. Vous voyez, c'est 4 ans. Ça, c'est des schémas qu'on a vraiment fait en temps réel pour analyser comment c'est fait dans le bâtiment. Du coup, je vais passer plus vite sur cette partie. Comment appelle-t-on les pompiers? On l'a déjà plus ou moins dit, mais ça mérite quand même d'être rappelé. Bon, il ne faut pas faire ni le 118 712, ni le 17, ni le 15. Bien que le 17, maintenant, tous les appels du 17 sont dans la même salle que le 18. Hein, c'est plus les attentats. Le préfet de police de Paris a souhaité que les policiers, quand vous appelez le 17 à Paris et les 3 départements d'à côté, ça atterrisse dans la même salle et la salle du 18 parce que pendant les attentats, la salle du 18, c'est la seule salle de crise qui a réussi à traiter les appels. Donc, nous, c'est le 18 et le numéro européen, c'est le 112. Voilà. Ça, c'est commun partout en Europe et en France. Hein. D'accord ? Je vous parlais tout à l'heure des appels. Hein, 4770 appels en 2019. Je vous disais 6000 par jour. Ça dépend quel chiffre on prend, en fait. Si on prend tous les appels du 112, ça monte à 6000 appels. Donc ça génère plus de 500 000 interventions en 2019. Et c'est comme si vous aviez un coup de fil toutes les 63 secondes, ce qui est quand même énorme. Oui, Alexandre, excusez-moi. Oui. Sur la diapo d'avant, non, c'est 4 770 000, hein, c'est ça? Affirmatif. Oui. Ouais. 4 770 000 appels oui, en 2019. Donc, autant pour moi, ça fait bien 6 000 appels jour. C'est ça. Ouais. Ce qui est important, mais bon, ça sort peut-être un peu du sujet, mais pardonnez-moi si je profite de cette intervention pour vous sensibiliser sur ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire quand vous appelez. Il faut dire pourquoi vous appelez les pompiers. Pourquoi vous appelez les pompiers. Votre numéro de téléphone, je dirais là, il aurait même dû être en premier. Même s'il s'affiche chez nous, c'est quand même bon de le donner en premier. Si jamais vous êtes coupé, ça nous permet de vous rappeler. Votre adresse exacte, le nombre de victimes et l'état, les risques éventuels présents. C'est quand même bon de savoir que pour un pompier, quand il arrive, ce qu'il attend sur place. Et attendez qu'on vous invite à raccrocher parce que souvent, quand vous appelez les pompiers, en fin de compte, l'opérateur, en même temps qu'il il tape ce que vous êtes en train de lui dire, en fait, il est déjà en train de faire partir les pompiers de l'autre côté et il continue de glaner des informations. Voilà. L'organisation dont je vous parlais, en tout cas chez les pompiers de Paris, en moyenne, on met 8 minutes pour venir chez les gens. La compagnie que moi j'ai commandée, parce que j'ai commandé une compagnie dans le sud du 93, on faisait 32 000 interventions à l'année. Donc une compagnie, c'est moi c'était 4 casernes de pompiers. Sur les 32 000 interventions en 2016, il n'y a que 10 interventions, on a mis plus de 10 minutes à arriver chez les gens. Ça arrive quasiment jamais, d'accord ? Les rares fois où ça arrive, c'est vraiment parce qu'il y a des bouchons qui sont complètement énormes. Mais même comme ça, systématiquement, on met moins de 10 minutes. Les gens, ils ont toujours l'impression qu'on met beaucoup de temps, parce que forcément, quand ça brûle chez vous, quand vous avez un petit frère ou une petite sœur ou un fils ou un frère qui est en train de s'étouffer, 2 minutes, ça vous paraît énorme. Et c'est énorme. Mais on met rarement, quasiment jamais, plus de 10 minutes. Pour vous dire à quel point c'est vrai, c'est que chez nous, quelqu'un qui met plus de 10 minutes à arriver chez les gens, il doit monter voir mon chef, le colonel qui commande un tiers de Paris et tout le département du 93, donc le numéro 1 de tout ça. Hein. Le chef du camion qui met plus de 10 minutes pour arriver sur intervention et qui ne peut pas le justifier, si ce n'est pour des embouteillages et tout, il doit venir s'expliquer en personne dans le bureau de ce directeur-là. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qu'on prend à la légère. Et voilà. Pour décaler, pour partir sur intervention, ne serait-ce que pour quitter la caserne, entre le moment où vous appelez le 18 et le moment où le camion sort de la caserne, c'est moins de 4 minutes. D'accord ? On parle de 3 minutes, c'est 3-4 minutes, ça va dépendre si c'est le jour ou la nuit.
mais retenez qu'en moins de 4 minutes, entre le moment où vous avez quelqu'un au téléphone au 18 et le moment où le camion il sort de la caserne, c'est moins de 4 minutes. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Ça veut dire que moi, par exemple, quand je suis de garde, si je suis en train de dormir à 2 h du matin avec ma femme, dans mon lit, en caleçon, eh ben, ça veut dire qu'en moins de 4 minutes, je dois m'être réveillé, m'être habillé, être descendu en bas, parce que j'habite dans la caserne. Hein. Là, vous ne le voyez pas, mais en fait, autour de moi, je suis dans mon appartement et je suis à la caserne. Je dois avoir rejoint ce qu'on appelle la salle de, je vais dire pour vous, une salle de crise, où on va me dire pourquoi je dois partir sur intervention. Là, je dois comprendre pourquoi je pars. Et je vous rappelle, hein, il y a 30 secondes avant, j'étais en train de dormir à 2 h du matin dans mon lit. J'étais en caleçon. D'accord ? 30 secondes après, je suis en bas. On m'explique pourquoi je pars, potentiellement pour quelque chose de grave. Et moi, à mon niveau de responsabilité, quand je pars, c'est jamais pour quelqu'un qui s'est cassé un genou. Hein. C'est pour des très grosses choses. Donc, 30 secondes plus tard, je dois comprendre ce qu'on est en train de me dire et partir pour une chose grave. M'habiller en tenue de pompier, parce que là, jusque-là, je suis habillé juste comme vous me voyez là. Hein. Bon, j'ai pas la même tenue qu'aujourd'hui, parce que là, je me suis fait beau pour vous, entre guillemets. Mais je dois mettre la tenue de pompier, je dois monter dans mon camion et sortir de la caserne en moins de 4 minutes. Donc ça demande une organisation qui est énorme, et c'est le prix d'un investissement sans faille de notre système et de notre institution tous les jours. Voilà. Donc en fait, quand vous êtes de garde chez les pompiers, vous dormez sur place. Voilà, chez nous, en tout cas, parce que le temps que je vous affiche là, 8 minutes en moyenne, bien évidemment qu'il n'y a que sur Paris, il n'y a qu'une organisation militaire comme la nôtre qui peut tenir ces délais-là. Si, moi, je suis d'origine, je suis bourguignon, et ch'ti, mais si je vais en Bourgogne, il est évident qu'en plein milieu de la Bourgogne, du côté de Saulieu, là où je suis, les délais, c'est plutôt une demi-heure, 40 minutes pour qu'un camion de pompiers arrive. Quoi. Voilà. Comment maintenant les pompiers de Paris sont organisés ? Les pompiers de Paris, je vous en ai déjà plus ou moins parlé, c'est Paris intramuros, hein, et puis les 3 départements qui sont accolés. D'accord ? Le 93, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le 92, et le 93, les Hauts-de-Seine. Voilà. Au-delà de ces limites, c'est plus les pompiers de Paris, c'est plus des pompiers militaires, et c'est des pompiers départementaux, comme je vous l'avais expliqué. Vous remarquerez qu'on couvre l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, d'accord ? Et qu'on couvre également l'aéroport de Orly et le Bourget aussi. Vous ne le voyez pas, mais il est situé à peu près là. D'accord ? Maintenant, combien il y a de pompiers de Paris ? Il y a 8500 sapeurs-pompiers de Paris. Il y a environ 6000 militaires du rang. Alors, si je fais le parallèle par rapport à la grande distribution, on imagine un magasin comme Auchan ou Carrefour, les militaires du rang, c'est les caissiers, c'est ceux qui mettent les boîtes de conserve dans les rayons, c'est voilà. Chez nous, c'est ceux qui sont à l'arrière des camions, ceux qui portent les brancards, ceux qui tiennent les lances, voilà. Après, les sous-officiers, ils sont 1700, et si on fait pareil, le parallèle par rapport à la grande distribution, c'est les chefs de rayon, c'est chez nous, c'est les chefs de camion. Voilà, de petits camions. Dès que c'est des gros camions, c'est soit des sous-officiers supérieurs, parce qu'il y a des sous-officiers qui ont un grade quand même assez élevé, et c'est des jeunes officiers, ce qu'on appelle chez nous des officiers subalternes, des lieutenants. Voilà. Et puis après, quand on passe officier supérieur, on commence à prendre vraiment des postes de direction sur des grosses opérations. D'accord ? Sur des grosses opérations, et quand on est au travail, de bureau, quand on n'est pas sur intervention, on a des postes de direction dans l'organisation des pompiers. Voilà. Soit le chef d'une compagnie, donc le chef de 3-4 casernes, quand on est capitaine. Quand on est colonel, je vous l'ai dit tout à l'heure, on dirige tout un département. Puis quand on est général, on commande tous les pompiers de Paris. Voilà. Donc ça, les grades, ils sont là. Donc retenez pas, l'idée c'est juste que vous compreniez qu'il y a 4 grands niveaux. Il y a les militaires du rang qui sont, je vous l'ai dit, les petites mains. Et il y a des gens qui ont des bac +4, bac +5 chez nous qui veulent être militaires du rang. Hein. Parce qu'il y en a qui rêvent d'être conducteurs d'un camion depuis qu'ils sont tout petits. Il y en a qui rêvent de tenir la lance et qui ne veulent pas faire autre chose, qui s'épanouissent parfaitement en faisant ça. Après, il y a les sous-officiers et sous-officiers supérieurs.
d'accord, qui sont les chefs d'agré. Les officiers subalternes, c'est des chefs d'agré, mais on va dire sur des camions qui sont déjà d'une certaine capacité, ou des chefs de détachement. Voilà. Le capitaine, lui, il n'est pas dans un camion, hein. Il a une voiture avec un chauffeur et il part sur les grosses opérations et il prend le commandement sur des interventions où il y a au minimum 30 à 40 pompiers qui sont déployés. Et puis après, vous voyez, les officiers supérieurs, ça c'est des postes de direction sur des grosses opérations. On est chef d'un service, on est chef d'un département, ce genre de choses. Et puis les officiers généraux, eux, c'est les numéro 1 ou numéro 2 de tous les pompiers sur Paris. Petit aparté, il n'y a qu'un seul général de sapeurs-pompiers en France. Parce qu'en France, si vous avez suivi ce que je vous expliquais tout à l'heure, les pompiers sont départementaux. Même les pompiers professionnels. Il n'y a pas de direction centrale des pompiers en France. Donc, le chef du département du Nord, le seul patron qu'il a, c'est le préfet du Nord. Et du coup, c'est lui le chef des pompiers du Nord et il est colonel. Voilà. Et il est colonel parce qu'il commande qu'un seul département. Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, c'est donc le seul chef d'une organisation de pompiers qui comporte plusieurs départements, Paris et les 3 départements limitrophes. Donc, c'est un général. Voilà. J'ai une question. On me pose une question par mail sur le grade et la rémunération. Est-ce qu'elle est liée? Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte dans la rémunération. Mais oui, la rémunération est liée au grade. Voilà. Dans l'armée, il y a aussi votre situation familiale. Si je suis célibataire, je gagne moins que quelqu'un qui a 4 enfants. C'est comme ça. C'est l'armée qui veut ça. Donc, à situation familiale égale et à grade égal, on a le même salaire. Voilà. Il y a quand même des légères différences en fonction des diplômes que vous avez passés en interne. Par exemple, moi, j'ai passé un diplôme l'année dernière qui fait que le même commandant que moi, avec la même situation familiale que moi, il gagnera un peu moins bien que moi. Mais c'est sensiblement identique à même grade. Voilà. Très bien. On me demande également par quel moyen peut-on monter de grade? Par voie de concours. Voilà, par voie de concours. Que par voie de concours. Voilà. Donc, si vous rentrez, en fin de compte, je vous l'ai dit, chez nous, vous ne pouvez pas être sous-officier sans être issu du rang. C'est comme la Légion étrangère. Donc, on peut devenir sous-officier qu'en étant rentré militaire du rang. Et à chaque grade, si je reviens à la plaquette en arrière, il n'y a que le grade entre sapeur et première classe. Sapeur, là, le premier grade. Vous voyez, monsieur Borelli, quand mon pointeur ou pas? Oui, on voit. Ouais. Voilà, le grade de sapeur, ça, c'est quand vous êtes en formation initiale. D'accord? Quand vous rentrez à Villeneuve-Saint-Georges, donc parce que chez nous, le centre de formation, il est dans la ville de Villeneuve-Saint-Georges, dans un fort. Quand vous rentrez à Villeneuve-Saint-Georges, vous êtes sapeur. Et au bout de 6 mois, vous êtes première classe. Entre chaque grade, il y a un concours. Et entre une fois que vous avez eu le concours, ça veut dire que vous êtes autorisé à rentrer en formation pour le grade supérieur. Et si vous passez jamais le concours pour devenir caporal alors que vous êtes première classe, vous resterez première classe. Donc, jusqu'au grade de sergent, là, vous le voyez, vous êtes contractuel dans l'armée. Ou en tout cas, chez nous, vous êtes contractuel. Ça veut dire que vous pouvez faire jusqu'à 25 ans de service. Au bout de 25 ans de service, au revoir, vous redevenez civil et vous faites un autre métier. À partir de sergent de carrière, là, vous devenez de carrière, c'est-à-dire que vous faites ça toute votre vie jusqu'à votre retraite. Vous pouvez faire ça jusqu'à votre retraite. Voilà. J'ai une question sur les concours aussi. Nélède nous demande concours écrit, physique ou directement sur le terrain, nous met-elle? C'est les 3. Si je prends l'exemple, alors forcément, entre chaque changement de corps, j'entends le corps, un militaire du rang, là vous voyez, vous avez le corps des militaires du rang, le corps des sous-officiers supérieurs, le corps des officiers subalternes, le corps des officiers supérieurs. Vous avez donc vous avez un concours encore plus dur que, on va dire, les concours intermédiaires. Si je prends l'exemple du concours entre un première classe et un caporal, qui est très courant chez nous. Vous rentrez chez les pompiers de Paris, au bout de 6 mois, vous êtes première classe, et puis vous pouvez
vous avez envie de devenir caporal parce que le grade de caporal, c'est le grade où vous tenez la lance. Quand vous êtes première classe, vous aidez le caporal à tirer le tuyau. Je vulgarise, hein, sur un feu, c'est ça vraiment en plus. C'est pas si simple comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit parce que c'est un peu comme en plongée. Vous imaginez que si on tire le tuyau et qu'on tient la lance, il y a tout un protocole pour s'engager, un peu comme en plongée sous-marine, pour mettre l'appareil respiratoire, avec des questions de pression de bouteille, des pressions d'eau, des manœuvres spécifiques pour extraire les gens, pour leur faire un massage cardiaque, etc. Donc, c'est déjà assez compliqué. Celui qui pense que vous pouvez rentrer chez nous, être pompier de base, et que c'est simple, vous vous gourrez lourdement. Une fois que vous êtes première classe, vous dites moi j'ai vraiment envie de tenir la lance. Et bien là, vous allez avoir en interne de votre compagnie une première sélection, c'est-à-dire le capitaine qui vous commande. Alors il commande 200 bonhommes comme vous. Hein. Il va voir déjà si vous avez le bon comportement, si il voit en vous un futur caporal. Généralement, si vous êtes quelqu'un de bien et que vous ne faites pas d'histoire et que vous êtes un bon professionnel, ça pose aucun souci. Là, vous allez avoir des épreuves écrites. Et si vous avez la moyenne aux épreuves écrites, il va vous dire « Ok, tu peux aller au concours pour le peloton des élèves caporaux ». Là, vous passez à nouveau des épreuves écrites sur les règlements spécifiques de la BSPP, mais il y a des maths, il y a du français et autres. Et si jamais vous êtes dans les premiers, s'il y a 30 places, si vous êtes dans les 30 premiers, vous partez pendant 5 semaines en formation. Voilà. Vous n'avez le droit de passer ces tests-là que si vous avez réussi les épreuves physiques au préalable. Vous avez des prérequis. Mais les prérequis, vous les avez forcément parce que vous êtes un opérationnel. Chez nous, tous les ans, même moi, tous les ans, je dois faire des tests physiques pour garder ce qu'on appelle notre aptitude opérationnelle, c'est-à-dire pouvoir aller sur le terrain encore. Donc, c'est 2 montées de corde brassole. C'est 100 mètres plus 10 mètres nage libre en moins de 2 minutes. C'est plus de 2800 mètres sur une piste d'athlétisme en moins de 12 minutes. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Et un parcours sportif dans un temps donné. Voilà. Donc ça c'est une obligation. Et la planche aussi. Chez nous, vous avez une épreuve qui s'appelle la planche. Donc concrètement, on se suspend à une planche en bois qui est à 3 mètres, et on doit monter sur la planche uniquement en s'aidant des bras. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez plus aller à l'avancement, vous êtes bloqué. Pire que ça, si vous ne faites pas ça, vous êtes pompier en unité opérationnelle. Si vous ne le faites pas, vous perdez votre aptitude et du coup, vous êtes basculé en appui. Ça veut dire qu'un pompier qui est en unité, qui va éteindre le feu ou qui travaille dans une ambulance, etc., si jamais du jour au lendemain, parce qu'il s'est blessé au genou, parce que il a un peu trop mangé McDonald's de l'été et qu'il n'a pas fait attention à sa condition physique, comme il ne monte plus la planche ou qu'il a fui à monter 2 cordes brassole, il va aller en appui. Ça veut dire qu'il va faire garde-barrière, par exemple, il va faire cuisinier, il va faire secrétaire, mais il ne sera plus en unité opérationnelle. Voilà. Donc c'est assez dur de ce point de vue-là, c'est assez dur. Évidemment, moi j'ai 40 ans aujourd'hui, alors je suis un passionné de sport, mais c'est assez compliqué et le rythme il est extrêmement élevé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que vous ne dormez pas un jour sur 2 quand vous êtes à ces grades-là. Parce que vous êtes de garde un jour sur 2. Alors toujours sur la formation, j'ai aussi une question qui est combien dure une formation après un concours pour monter de grade? Ça va dépendre par quelle voie vous rentrez. Si vous rentrez militaire du rang, vous avez le bac, on l'a dit, vous êtes français, vous n'avez pas de casier judiciaire, vous répondez aux critères physiques, vous pouvez prétendre à rentrer chez les pompiers de Paris. Alors vous avez un recrutement, c'est une sélection, c'est des entretiens et autres. Si c'est bon, vous partez en formation à Villeneuve-Saint-Georges pendant 4 mois. Où là, on va vous faire d'abord un bloc de formation sur le secours à personne. On va vous expliquer comment on fait un massage cardiaque, comment réanimer un nourrisson, comment prendre une tension, un pouls. On va vous faire de l'anatomie, de la pharmacologie pour savoir quels sont les médicaments, etc. Premier bloc. Et deuxième bloc, le bloc incendie. Comment vous mettez un appareil respiratoire isolant, comment vous réglez votre pression d'air, comment vous raccordez les tuyaux entre eux, etc. Donc ça dure 4 mois. Et après, vous avez encore 4 mois de formation à l'intérieur de votre unité. Au bout de 4 mois, vous êtes envoyé dans votre… Donc après la formation initiale, vous êtes envoyé dans votre unité.
Et puis là, pendant 4 mois, vous allez encore être formé. Et au bout de 8 mois, vous serez, on va dire, fini. Et vous deviendrez sapeur de première classe. Voilà. Donc ça, c'est la voie si vous voulez rentrer en tant que militaire du rang. L'autre et unique autre voie pour rentrer chez nous, c'est être officier. Alors, officier, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 voies. On va prendre la voie dite royale, la voie où vous faites Saint-Cyr, vous faites le concours à Saint-Cyr, déjà de base. Du coup, il faut que vous fassiez une prépa, maths sup, maths spé, et que vous réussissiez le concours d'entrée à Saint-Cyr, qui est un concours des grandes écoles. Donc, c'est à base de maths, de physique, de dissertation, et ensuite, c'est un entretien, voilà. Des épreuves physiques aussi. Si jamais vous avez réussi à répondre à ces exigences-là et que vous êtes sélectionné, vous partez 3 ans à Kouet-Quidan, aux écoles de Kouet-Quidan. Simplement, il faut bien comprendre que là, vous avez réussi le concours pour rentrer à Saint-Cyr. C'est-à-dire que vous rentrez dans une école pour devenir officier de l'armée de terre. Et quand on est dans une école militaire, il y a ce qui s'appelle le classement. À partir du moment, le jour où vous arrivez dans cette école-là, vous êtes soumis à un classement. C'est-à-dire que si vous vous levez en retard, si vous vous grattez, si votre professeur il n'aime pas votre tête, si vous avez oublié de rendre un devoir à la maison, si vous n'êtes pas de bonne humeur parce que ça ne va pas avec votre petite copine ou avec votre petit copain si vous êtes une fille, ou pas d'ailleurs, vous pouvez avoir une mauvaise note et du coup, vous pouvez chuter dans le classement. Au bout de 3 ans de formation, formation qui est un mélange de formation académique, je dirais, comme n'importe quelle école d'ingénieur, généraliste, et de formation militaire. Donc, vous êtes en uniforme et tout. Vous êtes déjà payé quand vous êtes à Saint-Cyr. Au bout de 3 ans, si vous avez le classement qui va bien, vous pouvez choisir le génie. D'accord ? Si vous n'avez pas le bon classement, vous prenez ce qui reste. Hein. On imagine qu'il y a 100 élèves qui rentrent à Saint-Cyr. C'est plutôt aux alentours de 160 par an. Si vous êtes le premier, il y a par exemple 10 places en infanterie, 10 places en cavalerie, 10 places en génie, etc. 10 places en gendarmerie. Si vous êtes premier, vous choisissez ce que vous voulez. Si vous êtes le dernier, comme je vous l'ai dit, vous prenez ce qui reste. Vous n'avez pas le droit de partir. C'est important de comprendre ça aussi. Ça veut dire que vous êtes engagé. Vous êtes militaire. Vous n'avez plus votre mot à dire. Ça veut dire que même si vous êtes dernier et que ce qui reste, ça ne vous plaît pas, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Okay. Au bout de 3 ans, si vous avez le classement qui correspond, vous pouvez choisir le génie. Et là, ce n'est pas terminé. Vous étiez et vous êtes à ce moment-là officier de l'armée de terre. Maintenant, il faut devenir officier de votre arme. L'armée de terre s'est divisée en plusieurs armes. L'infanterie, si on est sur un champ de bataille, l'infanterie, c'est les soldats qui sont à pied. C'est plus compliqué que ça, mais je vulgarise pour vous. La cavalerie, c'est ceux qui sont dans les chars. L'artillerie, c'est ceux qui tirent avec des canons. Voilà. Et chaque arme a son école. Et du coup, vous partez en formation pendant 1 an, en règle générale. Vous avez aussi l'aviation légère de l'armée de terre, les pilotes d'hélicoptères, les pilotes de drones, etc. Et là, c'est à nouveau soumis au classement. C'est-à-dire que si vous êtes premier et que vous avez rejoint l'école du génie, vous devenez officier du génie au bout d'1 an. Si vous êtes le premier, vous pouvez choisir ce que vous voulez ou vous devez prendre ce qui reste. Et moi, dans le génie, il y a tout ce qui est aide à la mobilité, construire les ponts, infrastructures, etc. Et il y a la branche sécurité, les pompiers de Paris. Les pompiers de Paris, ça part généralement dans les premiers. Donc, si vous êtes premier à l'école du génie ou dans les premiers, vous pouvez choisir les pompiers de Paris. Là, donc, on en est à 4 ans de formation. Donc, vous êtes déjà maths sup, maths spé, plus 4 ans de formation. Et là, vous arrivez simplement chez les pompiers de Paris. Vous n'avez jamais entendu parler d'un camion rouge, vous n'avez jamais touché un tuyau d'eau et vous avez juste vu les flammes dans les vidéos que je viens de vous montrer. Si vous arrivez là, vous avez encore à peu près 2 ans de formation pour être lieutenant et décalé dans des gros camions pour aller sur le feu. Et dans ces cas-là, vous commandez 15 pompiers sur des feux d'appartements, feux de bâtiments. Voilà. Est-ce que j'ai répondu aux questions ? Je pense. Je n'en ai pas d'autres. Je ne vois pas. Petite précision quand même. Si vous êtes un officier qui est rentré par voie interne, au lieu de faire 3 ans à Saint-Cyr, vous faites que 2 ans. Mais la suite, c'est la même chose en fait. Vous étiez sous-officier, vous avez passé le concours en interne pour devenir officier.
vous partez aux écoles de Couët-Quidan. C'est Saint-Cyr, mais ça ne porte pas ce nom-là. On appelle ça l'école militaire interarmes, et vous faites que 2 ans. Voilà. Après, autre possibilité, et ça a été mon cas, c'est vous avez un bac plus 4, bac plus 5. Vous présentez un concours par voie externe, vous arrivez et vous faites que 1 an à Saint-Cyr avant d'aller à l'école du génie, mais vous êtes aussi soumis au classement, et là vous êtes avec les autres. Ça veut dire que vous êtes mélangé avec des Saint-Cyriens, avec des EMIA, école militaire interarmes, et en fonction de votre classement, vous pouvez choisir ou pas la BSPP. Voilà les différentes possibilités. Ça représente, chez nous, pour les pompiers de Paris, c'est 10 places par an, toute origine confondue pour les officiers. Voilà. Juste un tout petit point de précision. Il y a 3 voies d'entrée en prépa à Saint-Cyr-Couët-Quidan. Il y a une voie scientifique dont vous avez parlé, mais il y a aussi une voie économique et une voie littéraire. C'est juste pour que les élèves qui ne sont pas scientifiques sachent qu'ils sont aussi appelés s'ils le souhaitent. Oui, tout à fait. Oui. Et pour le coup, tout le monde est sur un pied d'égalité. Il n'y a pas de. Enfin, faut pas croire que parce que vous n'êtes pas scientifique, chez nous. Je dirais d'ailleurs, ce qui est un peu pour moi-même être en préparation d'un concours actuellement, si vous êtes littéraire, c'est même plutôt un point fort pour la suite, parce que les concours arrivés au grade d'officier supérieur, c'est bien souvent. Alors oui, la logique pour les gens qui sont scientifiques, il y a une logique derrière votre formation à l'origine qui fait que vous ne serez pas pénalisé. Mais celui qui est très bon à l'écrit, et c'est quand même un avantage certain. Et du coup, c'est plutôt les lettreux, ceux qui sont de cursus lettres, qui sont plutôt avantagés. Voilà. Oui, Alexandre, une question. Est-ce qu'il existe des passerelles entre les différentes corps d'armée? C'est-à-dire qu'est-ce qu'un officier sapeur-pompier peut se retrouver dans l'armée de l'air, ou alors il faut repasser un concours? Non. Théoriquement, oui, mais en pratique, non, parce qu'on coûte tellement cher. On coûte tellement cher en formation. En fait, il faut comprendre il y a quelque chose à comprendre, c'est que dans l'armée, vous n'arrêtez pas d'être formé. Tout le temps. Du coup, vous coûtez tellement cher en formation que votre employeur, qui est votre spécialité, votre arme, si elle vous laisse partir, c'est qu'elle a de très très bonnes raisons. Voilà. Moi, potentiellement, je devrais partir de l'armée, pas de l'armée, de la BSPP pendant 4 ans l'année prochaine, mais parce qu'ils veulent me faire revenir pour occuper d'autres fonctions et pour que j'amène une plus-value en ayant été voir dans un ministère ou dans un autre état-major un savoir-faire qu'on n'a pas chez les pompiers de Paris. Mais ça, c'est valable qu'à partir de mon grade. Tout ce qui est en dessous, donc vous voyez, si vous regardez la slide qui s'affiche devant vous, les gens sont bloqués dans leur domaine. Donc, c'est extrêmement dur pour atteindre votre objectif, que vous vouliez devenir pilote d'hélicoptère, vous vouliez devenir chef de batterie dans l'armée, si vous êtes artilleur, ou vous vouliez être parachutiste, vous pouvez être capitaine d'une compagnie de parachutistes. Mais après, vos qualifications, elles ont coûté tellement cher, elles ont coûté de tels moyens que votre organisme vous laisse quasiment jamais partir. Alors, en parlant d'organisme, une autre question, c'est votre métier étant éminemment physique, êtes-vous concerné par une limite d'âge? Quand on est de carrière, non. Non, quand on est de carrière, non. Maintenant, c'est plutôt l'aptitude à être projeté sur le terrain qui est conditionnée par ma capacité physique et par mon état de santé. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, moi, commandant aujourd'hui opérationnel, qui continue d'aller sur le terrain, quand je ne fais pas de la prévision, je vous l'ai dit, je suis en gros, je suis le bras droit d'un colonel et je coordonne les grosses opérations. Voilà. La dernière opération dans les médias dont vous avez peut-être entendu parler, c'est le feu géant à Aubervilliers qui a eu lieu il y a 4 mois. Voilà, ce genre de feu. C'est moi qui coordonne. Le colonel, c'est lui qui commande officiellement, qui a ce qu'on appelle le statut de commandant des opérations de secours. Mais c'est pas lui qui dit au camion, tu te mets à tel endroit, comment on va faire différents secteurs sur les différentes faces de l'entrepôt. C'est pas lui qui fait ça. Lui, il discute avec le préfet, il va demander de faire un effort sur telle partie de l'entrepôt qui est en train de brûler parce qu'il veut sauvegarder telle partie des bâtiments. Et après, celui qui fait office de chef d'orchestre et qui distribue les ordres, en l'occurrence actuellement, c'est moi qui le fais pour lui, un jour sur 3 dans le mois.
Donc mais je pourrais, si demain, je sais pas, suite au Covid, je suis sujet aux allergies et qu'à ma visite médicale, on détecte que je suis sujet aux allergies, du jour au lendemain, je ne pourrai plus faire ce métier-là. Je resterai commandant, mais on me basculera plutôt à l'état-major central pour aider les juristes, pour devenir DRH, pour devenir chef log, logisticien, ce genre de choses. Voilà. Donc ça, c'est assez dur. Hein. Moi, j'ai des collègues j'ai un ami très proche, un adjudant-chef, hein, vous voyez, donc là, on est toujours sur la slide. Hein. Il est quand même l'avant-dernier niveau d'adjudant-chef. Hein. Il a commandé sa caserne, à qui on vient de détecter un problème cardiaque. Hein. Il a 45 ans. Un problème cardiaque mineur, hein, quelque chose qui, pour la vie de tous les jours, pose aucun problème. Mais du jour au lendemain, il a été reçu par le médecin. On lui a annoncé que c'était terminé. Il ne pouvait plus partir sur opération. Voilà, donc ça, c'est pour ça c'est pour ça que bien souvent, et moi qui à nouveau suis pas d'une famille militaire à la base, je prône, il faut toujours avoir une deuxième corde à son arc. Voilà, donc même les gens qui se diraient ok, après le bac je veux m'engager, il faut avoir quelque chose de plus que les autres n'ont pas, parce que si vous n'avez que ça, vous jouez à la roulette russe. Voilà. Vous parliez du Covid, j'ai une question. Est-ce que la pandémie a changé votre quotidien? La pandémie, non, pas vraiment. Alors, on s'est organisé, on a changé quelques… Mais si vous voulez, le Covid-19, c'est quelque chose pour nous qui n'est pas dangereux. Alors, ça a un impact énorme sur la société d'aujourd'hui, sur l'économie, sur nos exercices, sur la manière dont on fait nos réunions et autres. Mais si je compare ça à une méningite aiguë qui est enfin, c'est pas une maladie, c'est un virus qui touche les méninges et qui est transmissible, qui est extrêmement contagieux, qui est quelque chose qui vous tue en 3 jours. Si je compare ça au SRAS, si je compare ça à des risques chimiques, pour nous, c'est pas dangereux. Donc, on a déjà largement éprouvé nos protocoles par rapport à des dangers comme cela. Quand je dis protocole, ça veut dire que le pompier, comme il doit savoir faire face à une méningite aiguë, le Covid, oui, c'est une grosse grippe qui pose des problèmes et qui est dangereux qui est dangereux en termes de nombre de personnes touchées et qui, du coup, génère de gros problèmes. Mais si vous voulez, nous, c'est un problème dans l'échelle de gravité, c'est quelque chose qui n'est pas grave pour nous. Voilà. Qui est moins dangereux, en fait, que, comme je vous l'ai dit, une méningite aiguë ou un produit chimique extrêmement corrosif, ce genre de choses, quoi. Voilà. J'ai encore 2 slides et après, je vous proposerai de vous lâcher pour les questions. Enfin, de vous lâcher, que vous enchaîniez sur les questions. Là, c'est l'échelle d'importance pour les grades. Ça, c'est les camions, c'est la flotte d'engins. Donc, bon, je vais pas plus m'attarder là-dessus, mais voyez, par exemple, une grande échelle, bon, on n'en a que 59. Hein, si je prends celle avec et sans petit panier, vous voyez au-dessus, on appelle ça une nacelle. Et quand vous êtes lieutenant, vous êtes à la tête d'un des 21 camions qui est là, les fourgons Ponton. Donc, c'est des fourgons, c'est des camions qui sont plus gros que les autres. Alors, comme ça, sur la photo, on a l'impression que c'est les mêmes, mais ils sont beaucoup plus gros que les autres. Et quand vous êtes à la tête de ce camion, c'est que vous commandez une très grosse caserne quand vous êtes de garde. Voilà, ça, c'est un officier. Le premier niveau d'officier, c'est ce qu'il commande. Voilà. Voilà les chiffres clés, je vous l'ai dit, à retenir. Hein, les pompiers de Paris, c'est plus de 500 000 interventions par an. On fait quand même plus de 6 000 fausses alertes. On fait un peu moins de 15 000 feux par an, ce qui est quand même énorme. Et contrairement à l'idée reçue, le nombre de feux n'a pas baissé, n'a pas diminué à aucun moment. C'est juste que la proportion de feux par rapport au secours à personne, par contre, le secours à personne, on en fait beaucoup plus qu'avant. Et du coup, c'est juste la proportion d'incendie qui a diminué. Mais on continue à en faire tout autant qu'il y a 50 ans. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation globale et du coup, je vais la couper, je vais rafficher mon visage parce que je ne suis pas sûr que vous l'ayez. Et puis, je me tiens à votre disposition pour toutes les questions que vous pourriez avoir. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Si, moi, je veux juste dire bonjour.
Bonjour Philippe. Ça va, Alexandre? C'est l'amicale des judokas, c'est ça? Voilà, nous sommes deux judokas, donc voilà, je vais lui faire un petit coucou. Je lui rends la parole. Tu veux pas poser une question, Philippe? Non, parce qu'on s'est tout dit déjà. N'hésitez pas, hein, si il peut y avoir des questions. Alors oui, il y a une question quand même. Pareil, il faudrait que je vous montre quand je vous disais le rythme de travail. Le rythme de travail, c'est quand même quelque chose qui est sans commune mesure par rapport à ce que les gens peuvent s'imaginer. Je vais vous l'afficher là. Si je prends, par exemple, mon service, alors j'ai retrouvé un vieux service à moi de 2014 pour que vous compreniez quand j'étais en unité. Donc après la petite aparté du professeur de PS Philippe, que je salue, et pour que vous compreniez, arrêtez la présentation, que vous compreniez un peu le rythme de travail auquel on est soumis, qui n'est pas du tout comparable à ce qu'on peut connaître dans d'autres métiers. Vous voyez mon service affiché là, c'est un tableau Excel. Ça, c'est vraiment une photo que j'avais de mon service, parce que moi, à l'époque, je prenais l'habitude de le prendre en photo. Vous voyez, j'étais capitaine à l'époque, j'étais numéro 3 en 2014. Quand vous voyez sur le tableau Excel, bah, c'est pas compliqué, hein. Là, c'est le mois de janvier 2014. Du 1er au 31 décembre 2014. C'était quoi mon rythme de travail, pour vous ayez une idée? Les jours et les nuits, c'est quand je travaillais 2 jours et 2 nuits, non-stop. D'accord? C'est-à-dire que c'est potentiellement, je décalais la nuit, je faisais un feu. Le lendemain matin, je n'allais pas me coucher. Le lendemain matin, quand j'étais J, ça veut dire que je travaillais 2 jours. Alors, si je vous prends par exemple le 19, le lundi 19 au matin, et que je pousse jusqu'au 27 au soir, comme je vous l'ai dit, J, c'est de 7h30 du matin jusqu'à 18h, et JN, jour et nuit, c'est non-stop. Donc, faites un peu le compte du nombre d'heures de travail que j'ai fait d'affilée. Le lundi 19, j'ai travaillé 24 heures. Non-stop. Parce qu'on est militaire et on ne va pas faire la sieste. Hein. Et on fait sport tous les jours. C'est-à-dire que même si j'ai décalé la nuit, comme j'étais capitaine 3e, j'étais le chef de la garde, donc les sapeurs et les adjudants et les sergents qui étaient sous mes ordres, eh ben on allait faire sport. Donc le lundi, je faisais sport le matin, la manœuvre l'après-midi, je décalais, eux ils décalaient. Le mardi, je faisais la même chose 24 heures. Le mercredi, je dormais toujours pas, parce que je travaillais la journée. Il n'y a que le mercredi soir au 21 que je pouvais dormir. Et là, le lendemain, le 22, à 7h30 du matin, poum, je recommençais. Et regardez, ce qui est bien, c'est que là, j'enchaînais le jeudi, je pouvais redormir le jeudi, du jeudi au vendredi, et le vendredi, samedi, dimanche, jusqu'au lundi soir. Parce que là, vendredi, 24 heures, samedi, 24 heures, dimanche, 24 heures, lundi, 26, 12 heures jusqu'à 18 heures. Il n'y a que le lundi soir à 18 heures que je pouvais aller dormir. Et le seul jour de repos, vous le voyez, c'est le mercredi 28, où il y a un petit 0, où là, je peux vous dire que j'étais content d'aller dormir, et concrètement, je n'allais pas jouer au golf. OK? Donc, c'est ce qui fait, ça je ne l'ai pas dit, que la moyenne d'âge chez nous, elle est de 27 ans. Surtout si vous êtes militaire du rang, parce que vous imaginez bien que là, j'étais capitaine, donc je ne partais pas sur toutes les interventions. Je partais sur environ, parce que moi, j'étais dans une unité dans le 93, donc sans stéréotyper ce département, c'est un département pour les pompiers où il y a quand même beaucoup d'actions. Du coup, je partais entre 4 et 5 interventions par jour, en plus de mon travail administratif, mais bien souvent, en plus, c'est la nuit. Quand les chats dorment, les souris dansent, comme on dit. C'est bien souvent la nuit que je décalais, et du coup, je ne dormais pas la nuit, et le lendemain, j'avais mon travail administratif, plus les séances de sport encadrées, etc. Donc, mais si vous étiez militaire du rang, là, par contre, vous ne dormez pas. Donc, la moyenne d'âge chez nous, elle est de 27 ans. Voilà. C'est ce qui nous vaut aussi cette notoriété, c'est-à-dire que chez nous, en 10 ans de temps, on a même pour habitude de dire qu'en 50 ans, vous faites l'équivalent de toute une carrière chez les pompiers civils, professionnels, en l'occurrence, parce qu'on a un rythme de travail qui est, pour beaucoup de gens, considéré d'inhumain. Voilà. Alors, vous voyez les questions ou non? Parce que en fait, j'en ai plein qui sont un peu… Ça y est, j'en ai qui tombent et puis je vais essayer d'y répondre. Alors, pilote de Canadair. Pour rester éveillé si longtemps. Alors, oui, on a des techniques. Alors, on a des techniques. Déjà, première chose, on est sélectionné par rapport à ça.
C'est-à-dire que je reviens en arrière, hein, sur la formation initiale. Pas les militaires du rang, parce que les militaires du rang, ils sont quand même à un rythme inférieur. Parce que eux, pour le coup, c'est pas 5 dés par jour qu'ils font, c'est plutôt 13, 14, voire plus. Donc eux, quand ils sont de garde, ils font ça non-stop. Donc eux, ils travaillent ils travaillent 13 jours par mois, mais c'est 13 jours où ils font non-stop. Et eux, leurs gardes, elles sont plafonnées à 24 heures consécutives. Donc, il y a l'adrénaline, il y a le fait d'être jeune, je vous l'ai dit, les techniques. Maintenant, depuis 10 ans, moi j'ai vu le changement. Maintenant, on commence à admettre la sieste, y compris en journée, quand les gens ont enchaîné les gardes et ont beaucoup décalé. Ça rentre un peu plus dans les mœurs. Mais sinon, mis à part votre forme, votre volonté et le fait d'avoir été sélectionné pour ça, on n'a pas de formation spécifique. Après, vous êtes en groupe, vous êtes dans l'action. Quand les gens ils vous appellent parce qu'ils sont en train de s'étouffer, vous n'avez pas envie de dormir et de prendre une verveine menthe. Quand ça sonne, généralement, c'est un peu comme un réveil. Vous êtes tenu sous adrénaline. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que l'espérance de vie chez nous, il y a des études qui le prouvent, elle est largement amoindrie. Et puis, petit aparté, c'est qu'en ce moment, on se rapproche de l'IRBA, qui est l'Institut... alors j'ai oublié l'acronyme, mais en gros, qui est l'Institut national de l'étude sur le sommeil. Il se charge de l'étude sur le sommeil et la fatigue. Et il y a une très grosse étude auquel on participe sur ce sujet-là. Donc voilà. Je lis une autre question, hein, Nathalie Anton. Est-ce par manque d'effectifs ou sait-on le manque de sommeil impacte la concentration, les réflexes, l'humeur? Ouais. Est-ce un manque d'effectifs? On sait que le manque de sommeil impacte la concentration. C'est pas un manque d'effectifs, non. Alors, on est en tension pour les effectifs, effectivement, mais non, c'est notre organisation qui est voulue comme ça. En clair, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous voyez un camion derrière quand vous voyez un pompier derrière un volant ou un poste dans un camion, derrière un conducteur, par exemple, si je prends le conducteur de la grande échelle, il y a 3,21 pompiers qui sont formés pour être conducteurs de cette échelle. Et ça, c'est un ratio en ressources humaines qui est calculé. Et on a le ratio le plus bas en France. Il n'y a aucune autre profession et aucun autre corps que les pompiers de Paris qui ont un ratio aussi bas. C'est comme ça. C'est une volonté du commandement et c'est le fruit de notre histoire, de l'expérience qui a prouvé que c'était un ratio qui était effectivement fatigant, éprouvant, mais qui faisait qu'on restait efficace et qu'on maintenait un niveau de performance très, très satisfaisant. Voilà. Parce que si vous prenez moins de garde, vous devenez moins fort aussi. Parce que vous voyez moins d'actions, vous voyez moins de cas compliqués, et du coup, voilà. C'est une volonté. Puis dans l'armée, en règle générale, c'est une volonté d'avoir un effectif qui est jeune et qui tourne beaucoup. On a un très gros turnover. Voilà. Alors, l'autre question de Ange Renaud, est-ce que la plupart des pompiers font un sport ou ont le temps de faire du sport en dehors de leur caserne? Alors, le sport en dehors de la caserne, c'est compliqué parce que chez nous, quand tu es en unité opérationnelle et que tu n'es pas appelé sur intervention, que tu ne décales pas, on fait 2 séances de sport par jour, ce qui est énorme. D'accord ? C'est-à-dire que le matin, le programme de la journée, c'est pour les militaires du rang, pour les cadres, c'est plutôt, ils sont invités à être en bas à 7h, ils sont obligés d'être en bas à 7h30. La petite subtilité entre invité et obligé, je vous laisse juge. Les militaires du rang, ils sont obligés d'être debout à 6h30 parce que entre 6h30 et le moment où les cadres, les sous-officiers et les officiers descendent, ils doivent faire les travaux d'intérêt généraux, ils doivent nettoyer les couloirs, ils doivent nettoyer les sanitaires, etc. Ils ont une demi-heure. À partir de 7h, il y a un petit déjeuner, café. À 7h45, il y a le rassemblement. Là, pendant une demi-heure, on vérifie le matériel parce que tous les matins, le matériel dans les camions est vérifié, systématiquement checké. S'il manque des pansements, on en remet. Si le défibrillateur semi-automatique il est défaillant, on le remplace. S'il y a une bouteille d'air qui n'a plus d'air, on la remplace, etc. Cette demi-heure, elle est sacralisée, elle est extrêmement importante chez nous. Quelqu'un qui ne respecte pas ou qui n'est pas vigilant sur le contrôle de ce matériel-là, il est sanctionné. On reste militaire. Et après, pendant 2 heures, c'est sport. C'est sport que vous ayez dormi ou pas.
et que vous soyez content d'aller courir ou de nager ou de faire des cordes ou pas. Ce n'est pas au choix. Donc, chez nous, il vaut mieux aimer le sport. Après, de 10h à midi, on fait des cours. On est en cours. C'est-à-dire que le chef de garde, le lieutenant, il fait le cours sur la réanimation du nourrisson, sur comment on éteint un feu d'entrepôt, sur comment on découpe une voiture quand on doit désincarcérer quelqu'un. Après 2 heures de repas, l'après-midi, c'est travail dans les services, c'est-à-dire que comme on est autonome, je vous l'expliquais en logistique, les gens, ils retournent travailler sur ces sujets-là. Et le soir, on refait 2 heures de sport. Voilà. Donc, c'est assez éprouvant. Et donc, quand tu travailles 14 jours par mois et que sur les 14 jours, tu fais 2 séances de sport par jour et que tu n'as pas dormi la nuit, en règle générale, le sport en club, tu le mets un peu de côté, quoi. Voilà. Il y avait une question sur est-ce qu'il y a des spécialités au lycée à privilégier pour s'engager dans l'armée de terre? Des spécialités? Non, moi, non. Non, aucune spécialité. Dans l'armée de terre, après, ça dépendra de ce que tu veux faire. Si tu veux faire de l'artillerie, les artilleurs, c'est des gens qui tirent avec des canons à longue portée. Ça peut peut-être être intéressé de s'orienter plutôt sur de la géographie ou de la cartographie, donc tout ce qui est études qui touche à ça, parce que c'est des domaines où les artilleurs, ils ont besoin d'être très compétents. Si tu veux être pilote de l'aviation légère de l'armée de terre, pilote d'hélicoptère, c'est peut-être bien de faire une formation en un IUT en mécanique aéronautique ou ce genre de choses. Donc, tout va dépendre de ce que tu veux faire. Voilà. Alors, une autre question très intéressante. Certains pompiers sont victimes d'agressions en France. Est-ce que cela modifie votre manière de travailler? Modifier notre manière de travailler, oui. Oui, ça l'a modifié, mais ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer. Ça remonte à il y a bien longtemps. Parce que faut s'imaginer qu'on intervient chez des gens qui ne veulent pas forcément qu'on s'occupe d'eux. Je m'explique. Quelqu'un qui veut se suicider. Quelqu'un qui veut se suicider, il n'a pas forcément envie qu'on vienne l'aider. Donc, nous, on a appris depuis bien longtemps à s'approcher des gens qui étaient menaçants pour eux, mais menaçants pour les autres aussi. Les gens qui sont schizophrènes ou les gens qui sont en détresse psychologique, hein, les gens qui, du coup, peuvent vouloir faire du mal aux autres ou à eux-mêmes pour qu'on puisse s'en approcher. Donc, on a appris à faire ça. Et puis après, les interventions dans les quartiers sensibles et difficiles, c'est pareil, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Les émeutes de 2005, c'était il y a 15 ans. Les quartiers sensibles existaient déjà à l'époque. Donc, modifier, on s'adapte. On a des tactiques particulières. Exemple, un feu de voiture ou un feu de scooter en pleine rue, en plein milieu d'une cité sensible. On ne va pas forcément aller éteindre le feu tout de suite s'il n'y a pas de danger, que ça se propage à d'autres voitures ou que ça soit dangereux pour les gens. On va peut-être laisser la poubelle brûler au plein milieu de la rue si elle était mise là uniquement pour que quand les camions de pompiers arrivent, ils se prennent des cailloux sur la tête. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Et encore une dernière, je pense, parce que le temps tourne. Mais pilote de Canadair, c'est l'aviation ou les pompiers? Alors, pilote de Canadair, c'est l'aviation. Voilà. En fait, pilote de Canadair, il faut être pilote avant même d'être pompier. Voilà. Donc, c'est plutôt un pilote qui s'intéresse à être au métier de pompier et qui devient du coup pilote de Canadair. Ce n'est pas un pompier qui devient pilote de Canadair. Voilà. Très bien. Alors, une autre question. Les femmes ont-elles toute leur place parmi les pompiers? Évidemment, sans conteste. Elles ont des qualités autant que les hommes. Maintenant, la sélection fait qu'il y a certaines épreuves qui sont plus compliquées pour les femmes et d'autres qui, à l'inverse, sont plus compliquées pour les hommes. Donc, maintenant, les exigences sont les mêmes ou à peu de choses près. La planche, c'est pas chez nous, en tout cas, c'est pas tout à fait la même épreuve. Parce qu'il y a la morphologie qui fait que la technique de se soulever sur la planche fait que ça pourrait créer des traumatismes sur la poitrine pour les femmes. Mais mis à part cette épreuve-là, ce sont les mêmes épreuves entre les femmes et les hommes, avec des barèmes en sport qui sont un peu en dessous. Mais non, sinon c'est exactement la même chose entre les deux. Voilà. Très bien. Est-ce que, avant que nous libérions Monsieur Clay, qui a été, je pense,
extrêmement intéressant. Hein. Je ne vais pas m'avancer, mais vous avez d'autres questions? Non. Ouais. Oui, je crois qu'on peut vraiment vous remercier pour votre disponibilité, pour la clarté de vos propos. Et je pense que vous avez fait naître quelques vocations et c'est une bonne chose. Et surtout, tous les conseils que vous avez donnés par rapport à comment appeler les pompiers, à quelle occasion, etc., c'est très, très utile pour tout le monde. Et je vous remercie vraiment beaucoup pour votre disponibilité. C'était avec plaisir. Si je peux juste me permettre un dernier point, c'est que souvent les gens ont une image de l'armée de nos grands-parents ou de nos arrière-grands-parents. Ce que je voudrais dire, c'est que les militaires d'aujourd'hui sont des gens comme tous les autres et qu'il ne faut pas craindre le côté, je dirais, dur ou ferme de l'armée qui peut être parfois qui peut être impressionnant de l'extérieur, mais en fin de compte, quand moi-même, j'étais pas du tout de famille militaire, alors j'étais judoka, je pense que tout le monde l'aura compris, mais donc la discipline, j'aimais ça et ça me posait pas de problème. En fin de compte, on cherche ça en fait vraiment, et c'est plutôt un gage, on voit ça vraiment comme un gage d'efficacité plutôt qu'une contrainte dans la vie de tous les jours. Voilà. Et les militaires et pompiers, c'est sûr que nous, on est des militaires au contact de la population. Et du coup, aujourd'hui, c'en est un parfait exemple. C'est que je suis un militaire qui prend le temps de venir faire une présentation à des lycéens. Les militaires d'aujourd'hui sont des gens, sont dans le maillage, sont mélangés à la population d'aujourd'hui. Et je veux dire, on est des gens comme les autres, il ne faut pas craindre. Effectivement, en uniforme, quand je suis dans l'action ou quand je suis de service, je suis peut-être froid de visage, je regarde peut-être de manière dure. Et puis l'uniforme, c'est très impressionnant. Les gens s'imaginent qu'il y a une carapace et il y a une manière d'être. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas dans notre milieu, mais il y en a dans tous les milieux. Et il y a des gens ouverts qui blaguent et qui plaisantent. Et on a des relations de travail qui sont extrêmement courtois. Et même, ma femme est RH, et DRH même, d'une grosse société. Et pour en avoir longuement échangé avec elle sur ces sujets-là, je peux même vous dire que les relations sont plus franches. Elles sont plus franches parce que on sait que le supérieur a toujours le dernier mot. Donc en fait, moi, le colonel, je peux lui dire que je ne suis pas d'accord avec lui. Lui et moi, on sait que de toute manière, on va faire comme lui l'aura décidé. Donc, en fin de compte, si vous voyez, les rapports ne sont pas du tout insidieux. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Ce n'est pas du tout malsain, contrairement à ce que les gens peuvent s'imaginer. Contrairement, en fait, en dehors de notre milieu, parce que y a des enjeux de pouvoir, ce genre de choses. Chez nous, il n'y a pas d'enjeu de pouvoir. Le pouvoir, il est clairement affiché sur la taille des galons qu'on a sur la poitrine. Donc, les gens sont francs de A à Z. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire pour les jeunes qui sont peut-être impressionnés par les militaires, parce que quand on les croise avec Sentinelle en kaki avec le FAMAS, c'est très impressionnant, et je m'imagine bien. Et je l'étais comme ça aussi. Mais en fin de compte, quand on est dans le milieu, c'est super agréable et c'est super franc. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Et vous avez toute une liste de remerciements qui s'affichent, et je crois qu'ils sont tout à fait sincères. Donc, merci beaucoup, mon commandant, pour cette intervention.